Sitting alone on my chest, looking toward the universe. I saw into darkness of the night. I'm a star, shining so bright. Juicy bone, silence the pianos, and with muffled drum, bring out a coffin, let the mourners come. Let aeroplanes circle moaning overhead, scribbling on the sky the message, he is dead. Crow bows round the white necks of the public doves, let the traffic policemen wear black cotton gloves. He was my north, my south, my east and west, my working week and my Sunday rest, my moon, my midnight, my talk, my song. I thought that love would last forever, I was wrong. The stars are not wanted now, put out everyone, pack up the moon and dismantle the sun, pour away the ocean and sweep up the wood. For nothing now can ever come to any good. To any good. To any good. To any good.
Cut off all the sound blocks, cut off all the things turn to red. Crashing up the clock, crashing up the silver ring in your head. Cut off all the sound plays, cut off all the things turn to red. Je peux rien faire, je peux pas te démuter, c'est que Rudy qui peut le faire. Donc ce soir, en attendant Rudy, je peux vous énoncer le sommaire du numéro 89. Ce sera Catalogne, Brexit, la suite des élections allemandes, l'indice du bordel ambiant, Tusk, la Pologne et un référendum, les obligations italiennes, les élections européennes de 2019, les difficultés à venir, non exhaustives, les citations, le journal Ipso Facto Europa, le rappel d'un message important et une nouvelle rafraîchissante. Voilà, nous sommes en attente de Rudy qui a les manettes au niveau administrateur et je viens de lui envoyer un petit SMS. On l'attend.
sur le mur. Oui. Allô, allô. Bonsoir à tous, désolé pour le petit retard, il est 21h12. Yannick, tu es démuté. Allô. Oui. Vous m'entendez là parce que j'avais un problème de micro en plus, j'avais les deux. Non, Tout le monde c'est est... C'est bon. Ouais, pas de souci. Alors, je vais lancer l'enregistrement puis on va commencer. Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'UE dans tous ses états, émission hebdomadaire avec Yannick Hervé, porte-parole et membre de l'association Les Clés de l'Europe pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Bonsoir à tous ceux qui sont sur Facebook et qui nous suivent, vous êtes de plus en plus nombreux. Également sur Mumble, donc on est à peu près une bonne quinzaine. N'hésitez pas à nous rejoindre en tapant tutoriel canal citoyen sur Google ou directement sur YouTube pour poser directement vos questions à Yannick en seconde partie oralement ou tout simplement à l'écrit dans la première partie. Sachant que ce soir on aura un petit sommaire normalement, donc vous aurez l'occasion de réagir. Yannick, à toi, bonsoir. Alors bonsoir et bienvenue à tous en ce mercredi 17 janvier 2018 pour la 89e édition de cette émission interactive. Est-ce que c'est bon? Tout le monde m'entend? Sur Mumble, sur Facebook? J'ai tout bien réglé comme il fallait? C'est bon, Rudy, de ton côté? Oui, ouais, c'est bon pour moi. Sur Facebook aussi? Alors sur Facebook, j'ai pas de retour, alors est-ce qu'on peut demander à Coralie? On va commencer et puis on nous dira sur le chat de Mumble. Alors je suis Yannick Hervé de l'association Les Clés de l'Europe et j'anime cet exposé débat tous les mercredis soirs. Donc merci à Rudy qui va m'assister pour recueillir les questions et distribuer la parole. Je vous rappelle que le flux audio est disponible sur Mumble, qui permet une interaction grâce au micro de chacun. Et la vidéo qui encapsule les interventions Mumble est retransmise sur Facebook. N'hésitez pas d'ailleurs à la partager. Sur Facebook, vous pouvez poser des questions ou faire des remarques dans les commentaires qui sont repris par l'animateur et qui me seront transmis. La vidéo est enregistrée et permet de fabriquer une archive qui sera disponible après post-production sur YouTube de Canal Citoyen. Alors ce soir, une petite émission. L'UE est bloquée par une Allemagne sans gouvernement et des négociations de coalition très incertaines. Les négociations du Brexit qui patinent avec ses conséquences énormes sur l'avenir du budget européen. Et la suite des élections régionales en Espagne, mais aussi la montée des oppositions en Pologne, en Hongrie, en République tchèque, en Autriche et en Bavière. Ce qui est nouveau. Bavière, qui est une partie de l'Allemagne, et voilà, comme on a parlé la semaine dernière. Donc on a l'impression que l'UE fait le dos rond et attend que les choses s'arrangent. Alors, le sommaire de ce 89e numéro que je vous ai mis en direct. Donc on va parler de la Catalogne, et il y a des nouvelles il y a 2 minutes, là, juste avant que je prenne l'antenne. On va parler un peu de Brexit, la suite des élections allemandes. Dans les indices du bordel ambiant, on parlera de Tusk, la Pologne et référendum, des obligations italiennes et des élections européennes de 2019. Tout ça c'est très très court, hein. Je vous dis, l'information est vraiment très très succincte. J'ai toujours cette section difficultés à venir. C'est toutes les difficultés qui se profilent à l'horizon au moins 2018 pour l'Union européenne, donc ce qui est très bon pour nous. Quelques citations. Je vous parlerai comme à chaque fois du journal Ipso Facto Europa. Je ferai un rappel que je vais faire encore cette semaine, la semaine prochaine, et après ça sera dans le journal papier. Et je vais vous donner une nouvelle rafraîchissante que j'ai trouvée rafraîchissante. Alors on va commencer par la Catalogne. Alors, j'essaye de remettre la caméra en route. Alors, suite aux dernières élections qui devaient normaliser la situation, celle-ci s'est nettement dégradée pour la position centralisatrice de l'État fédéral. C'est-à-dire que l'État fédéral avait tenté un coup et il n'a pas marché. D'ailleurs, les résultats ont été un camouflet pour Martino Rajoy. Donc l'espoir des fédéralistes est que les différentes factions indépendantistes ou autonomistes ne s'entendent pas, donnant ainsi la main à Ciudadanos, le parti légaliste mais minoritaire, pourtant arrivé premier aux élections. Donc il est arrivé premier aux élections, mais il ne peut pas avoir de majorité. Et il ne peut pas monter de coalition, évidemment, puisque la majorité ne peut se faire que par une coalition des indépendantistes. L'ancien président de la région, meneur de l'action d'indépendance, démit de ses fonctions le 31 octobre dernier. Carlos Puigdemont est toujours en exil à Bruxelles et risque la prison dès son retour. Dès qu'il pose le pied sur le sol espagnol, il peut être mis en prison. Il a proposé de gouverner la région par Skype. Alors, pour faire pression sur les indépendantistes, la justice fédérale a confirmé les sanctions, dont des détentions contre les meneurs de la tentative de sécession, celle de la fin de l'été. Par exemple, le numéro 1 du parti ERC, le vice-président destitué
Oriol Junqueras, visé par une enquête pour rébellion et sédition, est emprisonné depuis le 2 novembre près de Madrid. Et bien qu'il soit en provisoire, hein, c'était en détention provisoire, la justice a refusé de le libérer. Il y a actuellement 7 députés indépendantistes emprisonnés ou exilés. Donc une question, pourront-ils voter par procuration à la séance, alors qu'ils ont été élus, à la séance inaugurale de l'Assemblée régionale qui a eu lieu aujourd'hui? On a appris hier que malgré les menaces, les partis autonomistes s'accordent pour investir Puigdemont à la présidence de la région. C'est une véritable déclaration de guerre envers le pouvoir central. Mais Martino Rajoy a prévenu qu'il n'accepterait pas ce nouveau défi et qu'en cas d'investiture à distance, il ne rendrait pas à la région son autonomie, suspendue de facto après la déclaration d'indépendance unilatérale votée par son Parlement le 27 octobre. Il exige que Puigdemont prenne physiquement possession de son mandat sous peine de nullité. En fait, juridiquement, ce point n'est pas défini. Il semble qu'il n'y ait aucune obligation juridique d'être présent en personne pour être élu. Donc, aussi bien dans la Constitution fédérale que dans les règlements de la région, il n'y a aucun point qui dit que la personne doit être là sur place. Donc, on peut remarquer ici qu'il y a un abus de pouvoir de Mariano Rajoy, car ce n'est pas à lui de décider, mais à la justice. Et la justice doit décider en fonction des textes qui sont en vigueur, et non pas juste parce que ça fait plaisir au Premier ministre fédéral. Alors le vote a eu lieu aujourd'hui, et effectivement, les partis indépendantistes ont élu un indépendantiste. Alors il y a 2 postes, hein. Il y a un poste de président de la région et un poste du patron de l'exécutif. C'est comme s'il y avait un président, un directeur, on va dire. Et donc il propose Puigdemont, et tout de suite Rajoy a dit non. La date limite constitutionnelle est le 23 janvier. Alors, ou le 31 janvier selon les sources. Moi, j'ai lu le 23 janvier, et puis là, aujourd'hui, j'ai lu le 31 janvier. Donc, je ne peux pas vous dire c'est le 23 ou le 31. En tout cas, c'est très court. Et si le 23 ou le 31 janvier, il n'y a pas de président, eh ben, on repart aux élections. Alors, formellement, le président doit être accepté par l'État central, et je ne sais pas pourquoi, dans quel cas il pourrait le refuser, puisque s'il n'y a pas de texte sur sa présence ou non-présence, ça va être difficile. Donc ça va être encore une bataille juridique, et les indépendantistes vont se retrouver renforcés du fait qu'on leur oppose des positions de principe et non pas des positions légales. Quelqu'un veut déjà intervenir sur ce sujet-là? Non, pas trop de réactions. C'est bon? Alors on parle un petit peu du Brexit. Tony Blair et d'autres réclament un deuxième référendum. On avait parlé la semaine dernière de Tony Blair qui réclame un deuxième référendum. Est-ce que tu m'entends, Yannick? Oui. Ah d'accord, ok, autant pour moi, j'ai cru que tu ne m'as pas entendu. Je vais vérifier, je reviens vers toi. Visiblement, tu sais, le logo qu'on a rajouté peut-être fait laguer un peu la vidéo sur Facebook, mais on voit ça d'ici après. Clairement... Alors, juste pour un petit point technique, la carte graphique est occupée entre 30 et 45%, le processeur à 9%. Mais effectivement, le logo dynamique, là, n'est pas très apprécié par ma carte graphique. Ouais, et puis c'est pas dramatique non plus. Moi, j'ai un retour sur Facebook et ça va, c'est relativement fluide. Hein, c'est pas non plus... Voilà, c'est impeccable. Ok, dans les commentaires, visiblement, ça passe. Ok, donc je recommence. Tony Blair et d'autres réclament un deuxième référendum pour confirmer ou infirmer le premier. Les supporters de cette initiative pensent que les Anglais ont mesuré leur erreur et veulent revenir en arrière. Nigel Farage, qui est un peu exaspéré de cette position, a dit « Écoutez, banco, allons-y ». Il est persuadé que les Anglais ont encore renforcé leur envie d'indépendance et qu'il faut clouer le bec à l'intelligentsia européiste pour toujours. En fait, Theresa May a fait savoir pour son porte-parole que c'était non et un non définitif. Il n'y aurait pas de nouveau référendum. Alors aujourd'hui, le Parlement britannique vote la loi du Brexit. C'est la loi qui permet de commencer à détricoter l'influence de l'UE dans le droit anglais. C'est l'instrument de la récupération de la souveraineté pleine et entière. Et d'après les premières négociations entre l'UE et la Grande-Bretagne, il faudra environ 6 ans pour que cette loi prenne toute sa force et sa portée. Hein, je vous ai expliqué l'autre fois qu'à partir de mars, on va y avoir la déconstruction, mais il y a certaines lois et façons de faire, notamment la Cour de justice de l'Union européenne, qui vont continuer à avoir de l'influence dans le droit britannique pendant un certain temps. En gros, il faut compter 6 ans. Mais à l'échelle d'un pays, c'est très peu, hein, c'est pas très grave. Par contre, des sondages d'opinion montrent que majoritairement, les Anglais aimeraient être consultés sur les modalités du divorce et voudraient que les consultations soient organisées dans ce sens. C'est-à-dire que les Anglais aimeraient avoir un référendum, non pas sur oui ou non sur le Brexit, c'est fait, mais sur la façon dont le Brexit serait mené et les conséquences pour eux.
Alors, rien ne dit que ces consultations vont être organisées. Hein. Le Parlement, dans le droit anglais, est tout puissant et a beaucoup de droits. Il peut s'octroyer des droits, mais par contre, c'est à eux de décider, c'est au Parlement de décider s'il y a un référendum, et c'est pas sur différents sujets, et c'est pas parti. Alors, je n'ai pas eu de nouvelles, je passe souvent, ils siègent assez tard, hein, les Britanniques, et ça se trouve, ils sont en train de siéger. Je n'ai pas eu de retour sur ce vote de la loi du Brexit. Et en sachant que c'est comme chez nous, il y a une navette entre deux chambres, et ce n'est que le premier vote qui va repartir dans la Chambre des Lords, et il va revenir, enfin, ainsi de suite. Donc voilà, c'est une première nouvelle, ce n'est pas encore définitif. En tout cas, c'est le début du non-retour possible. Hein. Ça devient, si cette loi est votée et commence à être mise en œuvre, il n'y aura plus quasiment aucune chance que les Anglais reviennent en arrière. Donc beaucoup de personnes avaient dit que le Brexit ne se ferait pas. Beaucoup de personnes avaient dit que tout serait mis en œuvre pour que ça puisse pas se faire. Apparemment, tous ces gens-là se sont trompés. Et il y en a un paquet, quand on prend les archives, il y en a un paquet qui ont dit ça, hein, de tous les bords. Hein, aussi bien les européistes que les anti-européistes ont dit ça, mais apparemment, c'était une erreur. Pas de remarques là-dessus, Rudy ? Non, toujours pas de remarques. On vous invite à laisser vos questions directement sur Facebook. On les retransmettra. Coralie est là, on lui passe le salut, la salutation, et on retransmettra toutes les questions sur Mumble. Sinon, sur Mumble, n'hésitez pas non plus à réagir. On peut passer à la suite, Yannick. Alors, la suite des élections allemandes. La presse a fait l'écho du préaccord de principe pour la grande coalition allemande de gouvernement. D'ailleurs, le gouvernement français a souligné un accord pour l'Europe, a fait un communiqué en disant que cet accord était bon pour l'Europe, le fait de ce préaccord. En fait, la réalité est bien moins rose. Les termes sont très flous sur plusieurs points dans l'accord de gouvernement. Alors, c'est pas encore un accord de gouvernement, c'est un préaccord permettant de se mettre en place pour négocier un accord de gouvernement. Vous voyez, c'est une première étape. Et les termes sont très flous sur plusieurs points. Cet accord d'appareil doit être validé par les organes des partis ou par les adhérents, ça dépend des partis. Même si les directions des deux partis valident l'accord, il y a un risque. Le congrès des délégués du SPD, le parti de Martin Schulz, doit encore se prononcer le 21 janvier pour approuver le principe de cette alliance. Le principe de l'alliance, même pas encore le programme, le principe. Et les premiers retours sont très négatifs, et la probabilité que cet accord soit rejeté est très très grande. Au cours du week-end dernier, une des fédérations régionales du SPD, celle de Saxe-Anhalt, s'est prononcée à une courte majorité contre l'idée d'une grande coalition. D'autres fédérations régionales plus puissantes, celles de Hesse et surtout celles de Rhénanie du Nord-Westphalie, la plus importante, ont exprimé de sérieuses réserves. Plusieurs responsables du SPD ont déjà pris officiellement leur distance avec les propositions, et la base est irritée par le fait qu'il n'y ait aucune avancée sociale ou fiscale. Si l'accord était rejeté, ce qui est fortement probable, il y aurait d'autres élections et ce serait certainement la fin de la carrière politique d'Angela Merkel. Et il faut savoir que dans le préaccord qui a été passé, le soutien à Macron et ses initiatives se fait du bout des lèvres. Donc il y a un soutien sur les principes, mais pas un soutien sur les moyens. Donc plus intégrer la zone euro, oui. Avoir un budget fédéral de la zone euro, non. Avoir un ministre de la zone euro, peut-être, qu'il ait le droit de regarder dans les budgets des États et d'avoir un budget à lui, non. Donc en fait tout ça, c'est la presse fait des grands moulinets, mais en fait il n'y a pas grand chose derrière et les choses vont jouer dans les. Donc le 21, ça doit être, je sais pas, quand c'est le 21, c'est début de semaine prochaine, ça va être très très vite. Alors dans les indices du bordel ambiant, on va parler de trois choses très très rapides. On va commencer par Tusk, la Pologne et un référendum. Donald Tusk, président du Conseil européen, ancien Premier ministre polonais, est cité par le journal Le Télégraphe. D'après lui, Varsovie pourrait décider de se retirer de l'Union européenne si cette dernière cessait de financer la Pologne. Selon lui, le parti Droit et Justice, le parti qui est au pouvoir, n'apprécie au sein de l'UE que l'avantage de toucher des ressources de sa part, sans faire grand cas des avantages comme un marché commun, un régime juridique et une sécurité garantie. Il dit, M. Tusk, « Je peux facilement imaginer la situation si un jour la Pologne se retrouve parmi les contributeurs nets de l'UE. Le gouvernement polonais décidera alors qu'il est temps de demander aux Polonais s'ils veulent toujours voir leur pays dans l'UE et ensuite tout faire pour qu'ils arrivent à la conclusion qu'il est nécessaire de dire au revoir à l'adhésion. Mais tant que Varsovie est financée par l'UE, le jeu en vaut la chandelle pour les autorités du pays, d'après Tusk.
Donc en fait, Tusk avoue que la seule vraie valeur européenne pour son pays sont les intérêts financiers et économiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur citoyenne, il n'y a pas de valeur de peuple, il n'y a pas de valeur de grande valeur partagée. La Pologne n'est intéressée que par l'argent de l'Europe. Et c'est pas un étranger qui le dit, c'est un ancien Premier ministre, président du Conseil actuellement. Donc je pense que son avis est assez important et renseigné sur cet état de fait. Donc en fait, ça montre aussi que tout ça, c'est une construction extrêmement fragile et que les pays qui touchent de l'argent de l'UE ne sont là que parce qu'ils touchent de l'argent de l'UE. Le jour où on arrêtera de financer les petits pays, ils auront quand même beaucoup moins d'intérêt à rester dans l'Union européenne, notamment les pays qui sont contre l'immigration. Parce que si en plus ils devaient payer pour se faire imposer des migrants, moi aussi je pense qu'ils ne tarderaient pas à quitter. Petite nouvelle très courte sur les obligations italiennes. Le taux des obligations italiennes à 10 ans est repassé au-dessus de 2%, et sur une phase croissante. Donc les difficultés de ce pays vont augmenter, les déséquilibres européens vont encore s'amplifier. L'Italie est un des pays, après la Grèce, le plus endetté dans l'Union européenne. Et si ces intérêts... Alors j'ai cherché la constitution de la dette italienne pour savoir combien ils avaient d'obligations à 10 ans dans le total de mémoire. Je vais dire une bêtise. Non, je vais dire une bêtise, j'ai plus le chiffre en tête. 134%, je sais, du PIB, mais je n'ai plus le chiffre en tête. Et je ne sais pas quel est le pourcentage d'obligations à 10 ans. Donc, quel que soit le pourcentage, ça veut dire que les intérêts, la somme des intérêts vont augmenter et il risque d'y avoir quelques difficultés. Beaucoup pensent que l'Italie est un pays en faillite et que la seule solution va être de réaménager la dette. Vous savez qu'il y a eu une dissolution, il va y avoir des élections générales en Italie, et ce genre de nouvelles risque de peser beaucoup dans les futures élections. On sait que Berlusconi, le parti de Berlusconi, parce que lui il est plus éligible, est en tête, et donc ça risque de peser pas mal sur l'issue du scrutin. Alors, parlons des élections européennes de 2019. Alors, en France, ce que je veux dire là, c'est sur la France, le gouvernement a confirmé qu'il voulait revenir à une circonscription nationale, c'est-à-dire unique. Vous savez qu'actuellement, on avait, si je me rappelle bien, 5 circonscriptions nationales, plus l'outre-mer, si je me rappelle bien. Et en fait, ils veulent revenir à une seule circonscription nationale. C'est-à-dire une seule liste pour tout le pays, élection à la proportionnelle, une seule campagne électorale, et bien sûr, accès aux médias nationaux. Comme nous l'avions anticipé depuis plusieurs semaines, et ça vous pouvez le retrouver dans des anciennes émissions, vous pouvez le trouver sur la page Facebook, c'est pas de l'esbrouf, comme nous l'avions anticipé depuis plusieurs semaines, cette modification du mode de scrutin ne pourra être utile à la pensée dominante qu'au prix d'une distorsion scandaleuse de l'accès aux médias et au temps de parole sous contrôle. Il est en effet inenvisageable pour l'idéologie dominante, due à une propagande qui s'appuie que sur une propagande éhontée, rien d'autre, d'ouvrir un débat démocratique et équilibré. Il ne faut surtout pas que le doute puisse s'installer dans l'esprit de la masse pour qu'elle continue de penser que l'Europe est l'avenir de l'homme. Si jamais un coin peut être mis dans l'esprit des gens en leur disant « Attention, voilà ce que c'est l'Europe », tout l'édifice peut s'écrouler. Donc nos prévisions étaient justes. Le gouvernement a annoncé une modification drastique des règles des prises de parole par les différents groupes politiques. En effet, il modifie au bénéfice de la majorité les modalités d'attribution des temps d'antenne de la campagne audiovisuelle officielle. Jusqu'à présent, le temps d'antenne était divisé en 2 parts. 2 heures égalitairement réparties entre les formations représentées par un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat, et 1 heure égalitairement répartie entre toutes les autres concourant au scrutin. Donc ce qui veut dire que si vous étiez... faites l'hypothèse qu'il y ait une opposition et une majorité homogène au Parlement, chacun 1 heure, et tous les autres se partageaient 1 heure. S'il y avait 3 autres listes, chacun avait 20 minutes. En sachant qu'il y a beaucoup plus de listes. Dorénavant, si le texte qui est prévu pour les jours qui viennent est adopté, il y aura 3 fractions. Les partis représentés par un groupe parlementaire bénéficieront toujours de 2 heures, mais celles-ci seront désormais réparties entre les formations selon le nombre de parlementaires ayant déclaré s'y rattacher pour le financement public, donc proportionnel au nombre de personnes du groupe. Avec les anciennes modalités, La République En Marche sera disposée de 15 minutes, autant que son allié Modem, que les Républicains, que le PS ou encore que la France Insoumise. Avec les nouvelles modalités, la liste de la majorité
La République En Marche et Modem disposera de 53 minutes et 11 secondes, les Républicains de 33 minutes et 12 secondes, le PS d'un peu plus de 14 minutes, et la France Insoumise, grand perdant, de 2 minutes et 28 secondes. Donc la France Insoumise passerait par exemple de 15 minutes à 2 minutes 28. Et la République En Marche, qui n'était pas là la dernière fois, aurait eu 15 minutes, et là se retrouve avec 53 minutes et 11 secondes. Les autres partis ne se partageront plus égalitairement 1 heure, mais bénéficieront forfaitairement de 2 minutes chacun. Le FN n'ayant pas de groupe parlementaire, il avait disposé lors des dernières élections européennes de 2 minutes 52 secondes, au même titre qu'une vingtaine d'autres formations politiques, parfois marginales. Il aura donc cette fois encore moins. Donc je vous rappelle que le Front National, c'est quand même le parti politique qui a mis une candidate au 2e tour de l'élection présidentielle. Donc près de 11 millions de voix, si je me rappelle bien, donc c'est quand même un parti qui compte en France, et aura donc 2 minutes de temps de parole pour les élections européennes. Enfin, une troisième fraction d'1 heure, attendez 2 secondes, une troisième fraction d'1 heure sera à disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel, afin que les durées respectives d'émissions attribuées aux listes ne soient pas hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la nation des partis qui les soutiennent. Voilà, ça c'est le texte officiel. Cette participation sera évaluée en fonction des scores au précédent scrutin européen et aux dernières élections, des sondages d'opinion ou de la contribution à l'animation du débat électoral, entre guillemets. Le FN et la France Insoumise devraient logiquement bénéficier d'une part significative de cette ordre de compensation. Donc, il faut remarquer que tous les partis naissants, n'ayant ni parlementaire, ni ayant fait des grands scores, et de facto étant mis de côté par la presse et les médias, donc ne peuvent pas participer à la vie démocratique puisqu'on ne les laisse pas participer, de facto, ces gens-là n'auront que 2 minutes dans la campagne officielle. Donc il faut s'attendre à ce que les partis qui portent les idées anti-Union européenne disparaissent quasiment totalement de la campagne officielle, c'est ce que j'avais prédit. Il est donc indispensable et crucial que nos informations, y compris le journal Ipso Facto Europa, soient diffusées le plus largement possible dès maintenant. Pas au moins en 2019, mais c'est maintenant qu'il faut faire circuler l'information. C'est celle que je diffuse, c'est celle que diffusent d'autres personnes, mais en fait, il faut prendre le pas sur cette campagne officielle et remplacer cette campagne officielle par une campagne militante, associative ou politique, mais militante dès maintenant. Parce que vous voyez bien que le pouvoir en place, les européistes en général, le pouvoir en place en particulier, s'arrange pour museler l'opposition de façon, entre guillemets, démocratique, c'est-à-dire, quand je dis démocratique, parce que ça passe par la loi et par la représentation nationale. Et vous comprenez bien que, comme les partis anti-UE n'ont pas de représentants nationaux, et ben forcément, ils ne peuvent pas se faire entendre. Donc c'est un peu un... Comment on dit ? Un chien qui se mord la queue, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire pas de représentation, pas de temps, pas d'écoute, pas de vote, pas de représentants, et on est reparti. Donc le système met tout ce qu'il faut pour rester stable et rester en place et ne pas laisser la place aux opposants. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un veut intervenir là-dessus ? Oui, on avait Isabelle Corrado, bonsoir à toi, du 89, qui disait escroquerie, alors que la France Insoumise n'avait au premier tour que 600 000 voix de différence avec Macron. Oui, mais vous comprenez bien qu'on choisit toujours les critères qui nous arrangent, c'est-à-dire que les gens qui mettent ça en place choisissent les critères qui les arrangent. Ils vont pas dire nous allons nous baser sur le premier tour des élections présidentielles. Ils disent pas nous allons nous baser sur le nombre d'heures qui est passé dans la rue par les militants, ou par le nombre d'affiches collées, ou par le nombre de sites internet, ou par le nombre de pages Facebook, ou par le nombre de commentaires après les articles de journaux. Bien sûr, ils choisissent toujours des critères qui vont les arranger, mais ça a toujours été le cas. Moi, je pense que c'est scandaleux. La seule règle qui vaudrait, c'est que on choisisse un temps global, et ce temps est divisé égalitairement entre tous les gens qui se présentent à l'élection. Point. Il n'y a aucune autre règle qui est valable. C'est la seule règle démocratique, c'est celle-ci. Avec obligation pour la presse écrite, audiovisuelle, c'est-à-dire télévision et radio, d'inviter de façon égale, pendant un temps très large, je peux dire pendant 3 mois ou 4 mois avant l'élection, toutes les formations politiques. Je dis bien toutes les formations politiques. Celles qu'on aime, celles qu'on n'aime pas,
et celles qui participent à la vie démocratique et qui font vivre le débat. Pour moi, ce genre de mesures, ça relève des pires romans de science-fiction, ça relève des dictatures, ça relève... Donc c'est inadmissible. Je veux dire, c'est du vol, c'est du viol de l'électeur, c'est du foutage de gueule du citoyen. Ok, merci Yannick. Donc on avait Flavien Réau aussi sur Facebook qui est assez actif. Bonsoir à toi Flavien, qui disait, bon déjà qui précisait par rapport à la loi GB sur le retrait de l'UE, par rapport à la Grande-Bretagne. Je pense qu'il nous avait donné alors les nombres de voix. Visiblement, c'était 324 voix contre 295 quand la loi a été votée. Et il nous demandait à part si effectivement la semaine dernière tu avais dit que le journal de janvier ipso facto ne paraîtrait pas. Est-ce que c'est le cas? Alors non, je fais une précision. C'est pas qu'il paraîtra pas, je voulais le dire un peu après, mais je le dis maintenant. C'est que avant je disais le journal de décembre, c'est le journal qui fait les nouvelles de décembre. Donc je fais le bilan de décembre, j'appelle journal de décembre. Dans mon entourage, on m'a fait comprendre et on m'a dit, et j'ai dit ok, d'accord, qu'il faut dire, par exemple, si je fais le bilan de janvier et que ça sort fin janvier, on l'appelle journal de février pour dire c'est début février. On m'a dit que c'est plus sexy de donner le nom du journal pour le mois qui vient. Ça change strictement rien. Moi, je peux mettre dans le titre du journal les nouvelles de janvier, c'est le numéro de février. C'est tout. Donc il y aura le même journal fin janvier, mais il s'appellera suite février. Et puis dans 2 mois, vous aurez oublié que je le donnais le nom de fin de mois et que maintenant je donne le nom du début du mois suivant. Voilà, c'est tout. Donc il paraîtra. Hein. Donc il sera fait dans 15 jours. C'est ça, il sera fait après le 31 janvier. D'accord, merci beaucoup. Et puis on vous renverra le lien pour avoir tous les PDF en fin d'émission sur le Facebook et également sur le Mumble. On a pas mal de réactions, notamment des réactions d'indignation. Isabelle Corrado qui disait pays totalitaire sur Facebook. Lila Bleu qui disait les électeurs commencent à voir clair. Bon. Alors je vais réagir là-dessus. Je suis pas sûr que les électeurs voient clair. Il faut pas confondre les personnes qui se tiennent au courant, les personnes qui participent à des émissions comme celle-ci, qui lisent des pages Facebook, qui lisent des sites web, et le commun de la population, sans que ce soit péjoratif, qui ont autre chose à faire, qui s'occupent de gagner leur vie, de nourrir leurs enfants, de travailler, de s'occuper de leur maison, et qui ne sont vraiment très très loin de ces choses-là. Et quand on discute avec les gens, en général, ils sont pas au courant. Et quand on leur dit ça, ils tombent des nues, ils pensent même que c'est pas vrai ce qu'on dit. Tellement c'est scandaleux, on est pris pour des menteurs. Et ils vont pas plus loin parce qu'ils ont toujours autre chose à faire, ils vont pas plonger là-dedans. Donc non, je pense que les électeurs en grande majorité, ne se rendent pas compte de ça. Alors il y en a qui vont s'en rendre compte. J'étais sur la route cet après-midi et j'écoutais les réactions des gens autour de Notre-Dame-des-Landes. Alors quelle que soit la position qui est prise par le gouvernement, c'est pas le problème. En tout cas, il y a eu un référendum local, et ce référendum local a donné un résultat, et le gouvernement piétine le résultat. Ça veut dire que là, par contre, au moins les gens localement s'aperçoivent qu'on ne peut plus compter sur cette politique. Ça les fait réagir, parce que ça les touche directement. Alors, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre. Mais des positions comme des lois, des réglementations sur la prise de temps de parole de campagne, la très très grande majorité des gens s'en foutent. Ils subissent a posteriori, enfin, ils subissent dans le sens, ils en sont les victimes, mais ils ne sont pas au courant qu'ils en sont, qui rentrent dans un système scandaleux. Alors effectivement, il faut préciser aussi qu'on est dans un microcosmos assez étroit. On est sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Mumble, dans un milieu un petit peu dissident, donc contestataire. La question serait, d'ailleurs c'est Céline qui te posait la question. Toi, tu es souvent sur le terrain, Yannick, notamment à Strasbourg, où tu établis, où tu mets en place des stands. C'est souvent un stand Les Clés de l'Europe. Pour ceux qui sont intéressés, allez sur la page Les Clés de l'Europe sur Facebook, vous verrez des photos. Par rapport aux gens que tu interpelles dans la rue, si tu pouvais nous donner un pourcentage de gens avertis d'avertir réellement par rapport à la situation actuelle. Alors, il y a le point. Alors, juste pour dire, c'est qu'on n'est pas allé sur le terrain depuis 2-3 mois parce que pour des raisons indépendantes de notre volonté, mais ça va reprendre très bientôt, en février ça reprend. Alors,
Première chose, la situation a beaucoup évolué en quelques années. On est sur le terrain depuis 3-4 ans, pas toujours sous la même forme, et la situation a beaucoup évolué. Et les gens qui s'arrêtent pour discuter, bien sûr, on n'arrête pas tout le monde. Quand vous êtes sur une place en centre-ville un samedi après-midi, vous avez une grande majorité de gens qui font leurs courses, de touristes à Strasbourg, bon, je ne parle pas de cela. Vous avez malheureusement beaucoup de personnes qui sont immatures politiquement. Leur seul souci, c'est leur smartphone, leur godasse qui brille, et puis être le mieux coiffé possible. Il ne faut pas se voiler la face. Je veux dire, la majorité des gens... non, pas la majorité, une grande partie des gens ne sont qu'à ce niveau-là. Ils s'en foutent du reste, ils s'en foutent des gens, ils s'en foutent de la société, voilà. Dans les gens qu'on interpelle et qui s'arrêtent. Alors, on va classer ça... Alors, il faut savoir que Strasbourg est une ville extrêmement européiste, la plupart des gens en croquent. S'ils ne sont pas directement employés dans les institutions européennes, ils sont dans les restaurants qui font bouffer les fonctionnaires, ils sont dans les hôtels, ils sont dans les taxis, ils sont dans les commerces qui fonctionnent que parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires européens qui ont des sous, bon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que c'est difficile, c'est une ambiance qui est spécifique, où on a beaucoup de mal à... On devrait avoir du mal à convaincre les gens que l'Europe, c'est pas terrible. Et bien même là, on a quand même de plus en plus de personnes, sans pouvoir, exprimer pourquoi forcément, qui comprennent qu'on est rentré dans un système qui est dramatique. Et ce qui pousse, et malheureusement je dirais, mais c'est comme ça, je le rapporte, ce qui pousse les gens à s'indigner, c'est l'immigration. C'est ce qui c'est le catalyseur qui leur font comprendre qu'ils sont plus maîtres des choses, que le pays n'a plus le choix, que le pays est sous contrainte extérieure, et les gens comprennent que leur niveau de vie baisse, ils voient bien leur loyer, ils voient bien la bouffe, ils voient bien les pensions, ils voient bien les retraites, ils voient bien tout ça, donc ils voient bien qu'il y en a qui montent et d'autres qui descendent, mais pas ceux qu'on voudrait, et ils comprennent que la France n'a plus le choix et que les décisions ne sont plus prises en France. La proportion des gens qui sont dans cet état-là augmente beaucoup, notamment chez les personnes âgées. Dans les personnes âgées, il y a les gens qui ont connu la guerre, et notamment les vieux Alsaciens qui ont été un peu, ballottés d'un côté et de l'autre. Vous savez que les vieux Alsaciens ont été allemands, français, allemands, enfin bon voilà, et les très vieux maintenant. Et ceux-là, la plupart, pour eux, l'Europe, c'est la paix, l'Europe, c'est voilà. Et pourtant, un certain nombre qui ont été dans cet état-là, c'est-à-dire qui ont connu toutes ces franges et toutes ces périodes de l'histoire, il y en a quand même un grand nombre qui nous disent « c'est de la merde l'Europe, on est en train de devenir allemand, c'est l'Allemagne qui décide, c'est Merkel qui décide », et pourtant les Alsaciens sont germanophones et la plupart du temps germanophiles. Et pourtant, en grande proportion, et bien sûr ceux avec qui on discute, on ne peut pas arrêter tout le monde, sont conscients de ça. Les gens évoluent. Par contre, les détails de ce qui se passe dans les traités, dans les accords entre les pays, dans les magouilles politiques, comme je viens de vous citer là, les temps de parole. Ça, c'est des choses qui leur passent largement au-dessus de la tête. Et on a une troisième frange, qui sont effectivement des gens très très remontés, très rebelles, et la plupart du temps, les discussions viennent très très vite sur les choses très complotistes, et avant 3 minutes de discussion, on arrive sur les chemtrails, les Illuminati, les machins. Donc ça, dans la rue, on en a pas mal, on en a quelques-uns, enfin pas mal. On en a, et ceux-là s'arrêtent plus facilement pour discuter, bien sûr. Donc on ne peut pas faire de statistiques parce que l'échantillon n'est pas représentatif. Et malheureusement, ces gens-là détruisent leur propre discours du fait de leur... ils vont trop loin dans les choses, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus porter de discours cohérent. Alors par exemple, ça arrive qu'on a un groupe qui arrive. Dans le groupe, il y en a un qui est très très remonté... limite complotiste et ainsi de suite, et puis ses copains lui disent « ouais, il est fou, on l'écoute pas », et puis les autres ils s'en foutent, et puis ils parlent de foot et d'autres choses. Donc les gens cohabitent, mais ils s'écoutent plus les uns les autres. Néanmoins, alors autre chose, c'est quand les gens ont de l'intérêt et nous écoutent, lisent nos panneaux et ainsi de suite, ils prennent conscience qu'ils ont loupé quelque chose, qu'il leur manque de l'information, et qu'avec cette nouvelle information, ils ont une vue plus large des choses et comprennent. Donc moi, ce que je préfère dans ces cas-là, c'est quand le gars de lui-même me dise mais tout compte fait, l'Europe, enfin l'Union Européenne, même si les gens disent l'Europe, c'est pas bien, il faut en sortir et tout ça, et les gens font leur propre conclusion, avec la question qui vient très vite toujours, mais si on sort de l'euro, ça va être une catastrophe. Et puis après, on fait la pédagogie qui va avec pour leur expliquer que c'est pas du tout ce
on l'explique. Donc voilà un peu une peinture assez générale des choses. Alors d'ailleurs, est-ce que tu peux me confirmer, en Alsace, on appelle toujours, hein, ils aiment bien se qualifier comme étant les Français de l'extérieur. C'est bien ça? Et eux, Alors, ils ne se qualifient pas des Français de l'extérieur, ils disent des autres que c'est des Français de l'intérieur. C'est-à-dire qu'un non-alsacien, donc ça veut dire qu'ils se considèrent comme Français, mais il y a les Alsaciens et les Français de l'intérieur. Donc les Français de l'intérieur, ce sont les non-alsaciens. Mais eux ne disent jamais qu'ils sont les Français de l'extérieur. Hein. Ça, j'ai jamais entendu dire. Hein. En 35 ans, en 30 ans, j'ai jamais entendu dire. Par contre, ils parlent des Français de l'intérieur sans que ce soit péjoratif. Par contre, les anciens parlent des queues blanches, et ça, c'est péjoratif. Les queues blanches, l'idée, c'est quand un lapin s'en va et fuit, on voit que sa queue. Et pour eux, les Français ont fui pendant la dernière guerre, donc ils appellent les queues blanches. Il n'y a que les vieux Alsaciens qui parlent de ça, les jeunes, j'entends jamais cette expression-là. Par contre, quand on parle d'un Français de l'intérieur, enfin quand je m'y associe, parce que je suis là depuis longtemps, c'est pas du tout péjoratif. Hein. Ça veut dire simplement, c'est quelqu'un qui est de la France outre-Vosges, quoi. Oui, on peut le prendre. Moi, personnellement, quand je suis parti sur place, je l'ai pris peut-être d'une autre manière, d'une manière un peu moins gentille. Non, c'est pas... Franchement, enfin, j'en fréquente beaucoup, je fréquente que ça d'ailleurs. Hein, enfin non, pas que ça, mais j'en fréquente beaucoup. Non, c'est pas du tout péjoratif. Ça peut être péjoratif peut-être une fois de temps en temps, mais en général, c'est pas du tout péjoratif. Hein. D'accord, merci. Non. Ok. On avait une question de Céline qui disait par rapport à l'immigration, bon, sachant que les gens ouvrent les yeux principalement, comme tu le disais, par rapport à l'immigration. Alors c'est certes peut-être impulsé par la campagne médiatique et toutes les informations qui environnent ce phénomène et cette problématique. Maintenant, et selon elle, c'est pas forcément dans tous les mœurs et dans tous les discours non plus. Selon elle, pour d'autres, ça serait plus peut-être d'autres problèmes tels que des problèmes bancaires ou le gros problème catalyseur, c'est quand même l'immigration. Ça revient quasiment à chaque fois. Alors après, de façon... il y a des gens qui sont très violents dans leurs propos, hein. Des gens ils sont fachos, quoi. D'autres, c'est plus doux, mais c'est toujours le catalyseur. Après, c'est le prix des logements, c'est le prix de la nourriture, c'est le fait qu'ils peuvent pas avoir de soins, c'est le fait que... Après, il y a d'autres choses qui viennent. Mais c'est toujours, oui, parce que, et eux, on leur donne de l'argent, eux, on les aide, nous, on n'a plus rien, et ainsi de suite. Donc, c'est souvent deux problèmes, et le catalyseur, c'est l'étranger, en général. En sachant que c'est des fois des étrangers qui viennent nous le dire. Moi, j'ai vu des Africains qui étaient installés, des Africains de l'Afrique noire, hein, qui sont venus nous dire, mais qu'est-ce que c'est que tous ces Syriens, tous ces Arabes qui viennent nous faire chier. J'ai vu de n'importe. C'est pas un problème de nationalité, hein. C'est même pas un problème de. Alors, je dis, les gens qui sont en France, qui se sentent bien en France et qui respectent la France. Quelle que soit la nationalité, ils ne sont pas forcément français. Ils n'ont même pas forcément le droit de vote en France, c'est pas le problème. Se plaignent de l'immigration. Je veux dire, c'est pas l'Alsacien bon teint et le Français dit de souche qui va se plaindre de l'immigration. Non, c'est même des... Moi, j'ai vu des Africains se plaindre d'autres Africains parce que les autres n'étaient pas respectueux, vivaient sur les aides sociales, et ainsi de suite. Donc, c'est pas lié, c'est pas un problème de racisme au sens les Français blancs qui se plaindraient de l'immigration. C'est vraiment un problème de déséquilibre de flux jugé par des gens qui sont déjà sur place, quelles que soient leurs conditions de couleur, de nationalité. Hein. C'est pas l'opposition du français blanc de souche et de l'étranger. Hein. C'est plus complexe que ça. Donc ça veut dire que c'est pas un rejet de l'autre parce qu'il est d'une autre couleur, c'est le rejet de l'autre parce qu'il déséquilibre le système au sens social, locatif, alimentaire, et ainsi de suite. Ok, d'accord. Oui, Céline qui marquait, effectivement, je pense ça, peut-être parce que je suis en ZEP. Donc voilà. Pas mal de réactions sur Facebook. On vous le rappelle, vous pouvez écrire vos questions directement. On a un sommaire assez court, donc Yannick pourra en profiter pour répondre à toutes vos questions ce soir. Donc des réactions par rapport à ce qu'on dit. Tyler qui disait faut pas confondre facho et raciste. On peut très bien être facho sans être raciste et vice versa. Alors là, on est dans la sémantique. Alors, je vais préciser, hein, quand je dis facho, c'est pour moi un gars qui dit, entre guillemets, hein, vous comprenez bien, faites pas de coupure hors contexte parce que je me ferai taper sur les doigts. Ce noir n'a rien à faire là, c'est un noir, il n'est pas français, il faut qu'il retourne dans son pays. D'accord ? Et le mec qui vient nous dire, de toute façon, il faut tous les buter, faut pas qu'ils se reproduisent, c'est de la vermine, faut les finir à coups de latte. Vous voyez ce que je veux dire ? La différence d'approche.
Dans un cas, on a un rejet social du fait que l'autre est d'une autre couleur ou vient d'ailleurs, et dans l'autre cas, c'est carrément de l'eugénisme. Hein. C'est carrément du... il faut pas les laisser vivre, faudrait tous les tuer. Vous voyez là la différence. Pour moi, le premier, c'est un raciste ordinaire, qui n'est pas forcément maître de son racisme d'ailleurs, qui est plus un racisme social. Dans le deuxième cas, c'est ce que j'appelle alors, je sais pas comment il faut l'appeler, trouvez-moi le mot, mais là, c'est un fou furieux, quoi, le mec. Hein. Et on en a, hein. Et il y en a pas mal. Hein. Ah, il y en a même de plus en plus. Effectivement. Alors, Joanna qui disait sur Facebook, bonsoir à vous deux, Joanna du 81. C'est pas que eux ont tout et nous rien, du moins on le voit pas comme ça. Ici, c'est plus dur de voir nos SDF mourir dans les rues. Oui, voilà, donc en fait... Oui, enfin, alors attends, moi je voudrais faire je suis d'accord, moi je trouve ça scandaleux et ainsi de suite. Mais les gens, il y a beaucoup de gens qui mettent dans la balance les SDF et les migrants. Mais quand ces gens-là, quand il n'y avait pas de migrants, ils s'occupaient pas des SDF non plus. Hein. Donc faut faire attention. Il y a des gens, ils sont toujours occupés des SDF. Et maintenant ils disent, bah, écoutez, depuis qu'il y a des migrants, on a moins de ressources, c'est plus difficile pour plein de choses. Cela, il n'y a pas de problème. Mais il y a beaucoup de personnes qui mettent dans la balance les SDF et les migrants, mais avant qu'il y ait les migrants, ne s'occupaient pas des SDF. Donc là, il faut un peu relativiser les choses. Ouais. Ok, on va passer à un autre sujet, hein, parce qu'effectivement... En sachant quand même qu'il y a beaucoup de SDF qui sont des migrants. Hein. J'ai eu l'occasion de faire 2-3 sorties avec les gens qui s'occupent de ça à Strasbourg. Les gens qui sont dans la rue, c'est alors pas des migrants forcément de très loin, hein, mais c'est des Roumains, des Tchèques, des Russes, beaucoup de Roumains. Voilà, c'est quand même des gens qui viennent de l'extérieur pour venir en France. C'est pas le petit Normand, il y en a bien sûr, mais en majorité, c'est pas le petit Normand, le petit Breton et le petit Parisien qui sont dans la rue. Hein. C'est beaucoup d'étrangers quand même. Pas de cette vague-là, hein, mais c'est quand même beaucoup d'étrangers. Bon, on va clore avec la dernière réaction de Johanna qui disait pas d'accord, on n'en parlait pas, c'est tout, mon papa était SDF, il a vu plein d'associations, mais personne ne les médiatisait autant que les immigrés, et il y avait déjà des bidonvilles sous périph' à l'époque. Ah là on est d'accord. Mais des bidonvilles, il y en a toujours eu en France. Hein. Moi j'ai vécu et j'ai grandi dans une zone où avant c'était des bidonvilles. Donc il y avait un bidonville au pied de mon immeuble quand j'étais petit. Hein. Donc il n'y a pas de problème. Non, on est d'accord, les SDF étaient moins médiatisés, mais enfin, je sais pas, quand il y avait eu les Robins des Toits, là, et quand il y avait eu les grandes manœuvres, là où ils avaient installé des tentes le long du canal Saint-Martin et tout ça, on avait parlé pas mal il y a quelques années. Et on n'avait pas de crise de migrants comme maintenant. C'est des problèmes différents et surtout, il ne faut pas les opposer. C'est ça qui est... La chose sur laquelle il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas opposer ces deux choses-là et pas dire l'un est mieux que l'autre ou on prend l'un parce qu'on ne prend plus l'autre, ainsi de suite. Ça, c'est dangereux. On sert la soupe aux élites en faisant ça. Hein, mais bien sûr. Le délire, c'est de diviser pour mieux régner, hein, divide and conquer. Donc forcément, les prolétaires qui puisaient les religions et derrière les catégories sociales sans se taper tous sur la tronche, ça nous éviterait d'aller voir de leur côté. Yannick, tu es d'accord ? On est tout à fait d'accord. Si les smicards commencent à se battre au sujet entre les migrants et les SDF, bah, ça veut dire qu'on laisse tranquille les gens qui ont les biens et qui nous exploitent. Hein. Yes, alors on va passer à un autre sujet du coup. Donc pas mal de réactions encore. On avait, alors excuse-moi, je mets un peu de temps à récupérer. Voilà, Xavos, un habitué de la première heure. Hein. Bonsoir à toi, Xavos. Il te disait merci d'avoir mis ipso facto repas sur les sites des Clés de l'Europe. Très cool comme surprise. Donc voilà, d'autres réactions aussi. On avait une question juste avant sur Facebook aussi. Ma foi, il faut que je la retrouve. De Françoise, voilà. Françoise Mauduit qui disait, en parlant de la politique et des politiques qui sont en train de museler l'euroscepticisme au sein des partis politiques, ne peut-on pas mener ces pantins en justice ? Elle te demandait. Sur quelle base ? Pour aller en justice, il faut avoir un préjudice. Donc sur quel préjudice ? Eh oui, c'est toujours très bien ficelé. Bah bien sûr. Je veux dire, on ne peut pas emmener quelqu'un en justice s'il respecte une loi. On dit, parce que une loi qui n'est pas une bonne loi, il faut qu'elle aille au Conseil constitutionnel. Or, qui emmène les lois au Conseil constitutionnel ? Ce sont les parlementaires. 60 parlementaires. Vous croyez qu'ils vont s'auto-saisir de ce genre de truc ?
Donc non, c'est difficile. La loi, on ne peut pas attaquer la loi avec la loi, par définition. D'accord. Visiblement, aussi, alors pour revenir une dernière fois, une ultime fois sur les SDF, il n'y a pas une question au niveau de la Constitution ou dans la loi, un endroit où c'est marqué qu'il faut que chaque être humain se doit d'avoir un toit. Alors, j'ai eu une longue conversation avec des constitutionnalistes, et à cause de ça, je me suis fâché avec ma nièce. Donc je connais bien le problème. Attention, en droit, si on vous dit que vous avez droit à un toit, ça ne veut pas dire qu'on doit vous donner un toit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous empêcher d'en avoir un. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de toit et que personne ne vous a empêché d'en avoir un, on n'est pas dans l'illégalité. C'est-à-dire, si tout le monde a le droit à un toit, vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de vous empêcher de l'avoir. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit vous le donner. Tout le monde a le droit de manger à sa faim, ça veut dire qu'on ne peut pas vous empêcher de manger. Mais on n'a pas l'obligation de vous donner à manger. Vous voyez la différence? La façon de dire les choses en droit est un peu différente de du langage de tous les jours. D'accord, ouais, c'est une nuance qui fait toute la différence, effectivement. Bah, bien sûr, c'est fait pour. Ok, une question un peu hors sujet. Pareil, alors attends, juste pour... Vous pouvez regarder les textes, c'est le droit au travail, hein. C'est pareil, tout le monde a le droit au travail. Ça ne veut pas dire qu'on doit vous le donner. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous empêcher d'en prendre un. D'accord, ouais. Ok, donc ça clarifie un peu les choses. Merci pour Ali. Donc n'oubliez pas sur Facebook vos questions. Ce soir petit sommaire, donc n'hésitez pas, même y compris à faire des petits hors-sujets comme Bernadette Jade qui nous a dit sur Facebook, qui te demande que penses-tu, Yannick, que pensons-nous sur Canal Citoyen des obligations vaccinales. Alors dans un premier temps, Bernadette, je t'invite à aller vérifier les sommaires des anciennes émissions. Tu tapes Canal Citoyen sur YouTube. Tu vas directement sur le site www.lesclésdeleurope, le tout attaché en minuscule.fr et tu auras tous les podcasts avec tous les sommaires. Et je pense qu'on en a pas mal parlé. Mais bon, Yannick, peut-être tu peux nous faire une petite mise à jour. Alors, je vais... Plusieurs choses. Cette obligation vaccinale, je ne parle pas du côté danger ou pas danger, je parle du côté utilité. Et d'après, moi je suis pas toubib, je suis scientifique mais je suis pas toubib, mais d'après ce que j'ai lu, il n'y a aucune raison, sauf peut-être une que je vais vous donner après, mais il n'y a aucune raison de vacciner autant les enfants. On sera le seul pays au monde où il y aura autant d'obligations vaccinales. Il y a beaucoup de pays où on n'a pas, il y a des pays où c'est 2 ou 3, la moyenne c'est 2 ou 3, et on sera le seul pays où il y a besoin de 11 vaccins. Donc sur le besoin de vaccins, il n'y a pas de justification. Sauf si certains théoriciens se disent, avec les populations migrantes qui arrivent, on risque d'avoir des épidémies qui ne seront hors de contrôle. Donc dans ce cas-là, mais à ce moment-là, personne ne le dit, mais dans ce cas-là, il pourrait y avoir une utilité. Au sens, si on fait venir des gens de l'extérieur qui, eux, n'ont pas été vaccinés et sont porteurs éventuellement des maladies, il faut pouvoir maîtriser ces épidémies. Notamment du fait que les gens, c'est pas les gens, mais c'est que alors je vais peut-être dire une bêtise, mais en tout cas les microbes, je vais dire quelque chose comme ça, sont de plus en plus résistants aux antibiotiques. Et si on découvre une souche multirésistante aux antibiotiques, on risque la catastrophe. Donc, dans ce cas-là, ça pourrait être intéressant. Mais personne ne le dit comme ça. Tout le monde nous dit que c'est pour le bien de nos enfants, le rhume, la rougeole, enfin machin comme ça. Chose qui est bizarre, c'est qu'on est dans un espace Schengen où il y a liberté de circulation. Dans un pays, il va y avoir 11 vaccins, et dans les pays d'à côté, il y en a 1, 2 ou 0. Donc ça veut dire que ça n'a pas de sens. Au sens épidémiologique, quand on vaccine les gens, il faut qu'en plus, ces gens-là soient dans un espace assez contraint. Faites l'hypothèse que vous ayez des porteurs dans les deux sens, que ce soit des Français vaccinés qui aillent dans un pays où il n'y a pas de vaccin, ou des gens de l'extérieur qui rentrent. Enfin, ça peut faire, voilà. Ça, c'est le côté obligation. Obligation, d'après ce que j'ai lu et d'après des spécialistes, il n'y a pas d'obligation. Notamment dans un monde, si tout le monde avait 11 vaccins dans tous les pays, ça serait peut-être autre chose. Sur le danger des vaccins. Alors, vous savez que les vaccins, au départ, étaient des vaccins vivants. Que maintenant, on a des vaccins morts. C'est-à-dire, les vaccins sont morts
Mais en contrepartie, pour faire réagir le système immunitaire, on met là-dedans des particules, et notamment des particules d'aluminium. Si on regarde les statistiques, contrairement à ce que disent certains sites, il y a des accidents de vaccination qui sont extrêmement rares. Il peut y avoir des allergies, il peut y avoir des réactions, mais c'est extrêmement rare. Donc oui, tout médicament est dangereux parce qu'il peut y avoir des réactions, mais les vaccins, c'est une technologie, une technique qui marche depuis très très longtemps, qu'on maîtrise, et c'est une technologie qui est extrêmement sûre. Il y a moins de morts par vaccin que de morts par accident d'avion ou par accident de bicyclette. Donc dans ce sens-là, les gens qui prennent un exemple, un accident en disant, vous voyez, on veut tuer nos enfants, ils sont pas sérieux. Je veux dire, il peut y avoir des accidents. À ce moment-là, vous dites, vous prenez un accident de voiture, et puis vous dites, ben voilà, on nous vend des voitures pour nous tuer. Non, on ne nous vend pas des voitures pour nous tuer, on nous vend des voitures pour se déplacer. D'accord ? Et il se trouve qu'en se déplaçant, de temps en temps, il y a un accident, et de temps en temps, il y a un mort. C'est pas pour ça qu'on arrête de vendre des voitures. Et ben, pour les vaccins, c'est pareil. Et les gens qui montent en épingle en disant que c'est l'extermination, qu'on veut détruire notre civilisation avec les vaccins, bah c'est ridicule. Voilà. Mais l'obligation en tant que telle, je reviens sur la première partie, il n'y a aucune obligation vaccinale au sens technique du terme. Alors, il y a une obligation légale, mais techniquement, il n'y a aucune raison qu'on nous mette 11 vaccins. Pourquoi pas 15, pourquoi pas 25 hein? Oui, d'autant plus que la seule raison qui serait valide et plausible dont tu parlais, c'est-à-dire par rapport à une immigration massive, peut-être par rapport à des personnes d'autres pays, c'est les mêmes qui organiseraient cette même immigration massive qui imposeraient les mêmes vaccins. Donc ça ne tient pas la route. Et si c'était le cas, pourquoi en Allemagne, pourquoi en Suède, pourquoi dans ces pays-là qui ont beaucoup plus de réfugiés que nous, ils n'ont pas pris cette route-là? Et aussi, si l'autre raison, c'est des souches qui sont résistantes aux antibiotiques, elles sont résistantes en France, mais aussi en Allemagne, en Suède, en Hollande. Et pourquoi dans ces pays-là, ils n'ont pas pris cette route-là? Donc, il faut quand même imaginer que derrière, il y a un gros problème de sous, et qu'on est en train de construire des rentes pour des industriels et les actionnaires des industriels. Ça, j'en suis quand même assez persuadé. Sinon, je ne comprends pas pourquoi des pays intelligents, pourquoi ils seraient moins intelligents que nous, hein, comme l'Allemagne, la Hollande, la Suède, la Belgique, l'Italie ou l'Espagne, ne soient pas sur la même réflexion. Donc ça veut dire qu'il y a autre chose qui est caché derrière. Il y a autre chose. Sinon, quand quelque chose est naturel, sain et pragmatique, tout le monde le fait. D'accord ? Avec des petites nuances, mais pas cette nuance-là. Pas passer de 2 à 11. Donc il y a autre chose derrière qui est caché. Et là, on entre dans une autre dimension, hein, les causes et conséquences, du moins le facteur peut-être un peu moins terre à terre, peut-être un peu moins cartésien. Bon, en tout cas, on a des réactions. Hein, Taylor qui disait l'aluminium est contenu dans notre nourriture, donc c'est pas un souci. En réponse à une personne qui disait qu'il y avait pas que de l'alu dans les vaccins. Bon, effectivement, il y a du mercure aussi. On vous invite à aller checker l'émission qu'on a faite sur Canal Citoyen avec Philippe Alexandre Gendroc, donc sur YouTube, hein, vous tapez Philippe Alexandre Gendroc, vaccin, secret et vérité, vous aurez l'interview dans son intégralité. Donc pour lui, Yannick, tu le sais, hein, tu as eu l'occasion de suivre un petit peu, lui, oui, il y a une question, alors ça attaque la glande pinéale, donc il y a une question d'abrutissement des masses et d'endormissement outre mesure, mais là on n'est plus trop remarque, ça rentre sur du factuel, mais on rentre dans une toute autre dimension. En tout cas, allez voir cette émission si vous voulez et vous aurez plus d'informations. Johanna du 81 qui disait la mort subite du nourrisson est prouvé que cela vient des vaccins, mais pas comptabilisé par la mort vaccinale. Mais alors, faisons l'hypothèse que oui. Combien de morts du nourrisson, mort subite du nourrisson en statistique? Combien? Par rapport aux gens qui sont vaccinés? Peut-être, mais le problème c'est, moi je vous dis, si je vous dis, de toute façon, si vous avez une Peugeot, vous allez mourir dans un accident de la route. Mais combien de fois? Quelle statistique? Quelle proportion? Donc le problème il est le même. Je dis pas que c'est faux. Je dis que si 90% des bébés meurent, ce qui serait dramatique, hein, mais 90%, ce qui est arrivé déjà dans l'histoire, hein, 90% des bébés meurent de mort subite du nourrisson, et qu'on nous cache le fait que ce soit le vaccin qui fasse ça, je dis attention, là c'est grave. Mais quelle statistique?
Si je vous dis qu'il y a des gens qui meurent parce qu'ils tombent de leur lit, il y en a, hein, et il y en a pas mal. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils tombent du trottoir. Il faut interdire les trottoirs. Il faut interdire les lits. Je veux dire, si 9 personnes sur 10 tombent du trottoir et meurent, il faut interdire les trottoirs. Si une personne sur 1 million tombe du trottoir et meurt, eh ben tant pis pour cette personne-là. D'accord ? Vous comprenez les choses ? Oui, alors après, encore faut-il avoir les bons résultats et les bons chiffres en main, et non pas ceux qui ont été payés par les instituts qui... Attends, les chiffres, il suffit de prendre là. C'est même pas... On prend la mortalité infantile en France. Toutes causes confondues. D'accord ? Et on regarde par rapport aux enfants qui sont vaccinés. Ça reste extrêmement faible. Extrêmement faible. On est dans un pays où les enfants meurent très très peu, contrairement à des pays d'Afrique, d'Asie ou dans l'ancien temps chez nous. Donc on prend toutes les causes. On prend toutes les causes et on voit que ça reste très très faible. Alors on a Céline qui te demandait, est-ce que pour toi, il y aurait un lien entre l'autisme, par exemple, on ne parle pas de mort forcément, mais de maladies assez graves, hein, telles que l'autisme, la sclérose en plaques et certaines maladies de dégénérescence, excusez-moi, au niveau cérébral. Est-ce que tu pourrais faire le lien, toi, par rapport à ces mêmes vaccins ? Alors non, je ne suis pas capable de le faire pour plusieurs raisons, parce que j'ai pas étudié les choses, et deux, les études que j'ai pu lire étaient, à mon avis, pas très très sérieuses. Par contre, de façon plus globale, de façon beaucoup plus globale, on vit dans un monde où on mange des saloperies, où on respire des saloperies, où on porte des saloperies en tant que vêtements, d'accord ? Où on a des rythmes de vie complètement anormaux, des rythmes anormaux. Donc, faut regarder tout ça. Je veux dire, c'est pas que les vaccins. C'est le fait qu'on respire du gasoil. C'est le fait qu'on se fasse arnaquer par les gens du pétrole depuis des années en nous disant que c'est propre, c'est bon, ainsi de suite, et que ça nous remplisse les poumons. Que des particules métalliques sont dans plein de choses et que ça monte dans notre cerveau. Tout ça, c'est des choses, pas les vaccins. Enfin, si c'est les vaccins, c'est pas que les vaccins. Ça serait trop facile. C'est tout le reste, c'est notre façon de vivre. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je suis extrêmement pessimiste, que je pense qu'on a passé le point de non-retour et qu'on va tous, nous, en tant que civilisation, on va s'éteindre, puisque on a été beaucoup trop loin dans l'outrance, dans tous les domaines. Et que de toute façon, c'est trop tard. Quand on regarde notre façon de vivre en général, on est des fous. Je veux dire, quand j'étais gamin, c'était de la science-fiction. Donc quand j'étais gamin, c'était il n'y a pas longtemps, hein, c'est il y a 40 ans, 45 ans. Et donc on est dans la science-fiction d'il y a 45 ans. Et ça accélère encore. On se suicide. On se suicide. Au sens collectif, au sens... on a quand même vendu 15 millions de véhicules cette année en France, je crois. En France. On crame de plus en plus de pétrole, de plus en plus de charbon, contrairement à ce qui est dit. Hein. On devient fou. On devient fou. On voyage de plus en plus en avion. Les tankers sont gigantesques. Là, il y a 160 000 tonnes de pétrole qui a été coulé au large de la Chine. On devient fou. Donc, peut-être les vaccins. Mais si c'était que les vaccins, ça sera un détail. C'est tout le reste. Et tu rejoins ce que disait Tyler. Alors il y a une scission sur le chat Mumble. C'est tant mieux, ça crée le débat, hein, parce qu'on n'est pas là pour aller tous dans le même sens et être comme des robots à s'auto-congratuler. Tyler qui disait les cancers sont pas dus ni à votre alimentation, ni aux ondes, ni à la radioactivité, ni à la pollution, mais au vaccin, n'importe quoi. Donc lui, il est plutôt favorable au vaccin. Non, mais si je puis dire, bon, voilà. Le cancer. Alors attendez, le cancer, on a trouvé des cancers sur des momies égyptiennes. Donc le cancer, c'est une dégénérescence naturelle des cellules. C'est un accident. Ça peut être un rayon cosmique qui casse un noyau d'ADN et la cellule se met à être folle. Enfin, il y a plein de causes du cancer. Maintenant, ça ne veut pas dire que les cancers ne sont pas favorisés ou ne sont pas amplifiés par nos conditions de vie actuelles, de pollution, de nourriture, et ainsi de suite, quoi. Je vais vous faire une photo, je l'avais fait sur Facebook, j'avais fait une photo d'une étiquette de pain qui est vendue dans le supermarché à côté de chez moi. Je l'ai acheté sans faire attention, j'ai pris le truc, j'ai mis dans mon caddie et j'ai besoin de pain, et arrivé à la maison, j'ai vu l'étiquette, bon, j'en achèterai plus jamais. Mais c'est hallucinant. Alors, le pain, c'est quoi ? Normalement, c'est de la farine,
de l'eau, du sel et du levain. C'est tout. D'accord? Donc un pain, il y a 4 ingrédients. Et souvent, on met même pas l'eau quand on a cuit le pain. Sur l'étiquette, d'accord? Sur l'étiquette, il y avait au moins 60 produits. 60 produits, des conservateurs, des machins, des trucs et tout ça. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer, qui peut savoir ce que ça fait sur le corps humain, tous ces produits qu'on met ensemble, qu'on mélange dans des produits qu'on va manger tous les jours? C'est un truc de fou furieux. Et peut-être, je ne dis pas certainement, que le cancer sont alimentés par ces choses-là. Mais le cancer en tant que phénomène naturel, c'est quelque chose qui est naturel, le cancer. C'est pas lié à des choses extérieures. Il y a de grandes chances que le cancer soit lié aux particules cosmiques qui nous traversent tous les jours. Hein. Vous êtes traversé par des dizaines, des centaines de particules cosmiques à tous les instants. Et de temps en temps, il y a une interaction avec votre ADN. La plupart du temps, l'ADN se répare ou ça n'a pas de conséquences. Et puis de temps en temps, ça casse de l'ADN et l'ADN se met à faire des conneries. Et à ce moment-là, vous développez peut-être un cancer, peut-être autre chose. Et il arrive, Donc c'est aussi, faut bien comprendre qu'on est dans l'univers et que des particules viennent du Soleil et de l'espace et que les particules, elles nous traversent. Et de temps en temps, ça fait des dégâts. C'est pour ça d'ailleurs que je doute qu'un jour des cosmonautes, des spationautes ou des astronautes, ou des tachyonautes, si on parle des Chinois, aillent un jour sur Mars. Parce que, à mon avis, leur ADN va être bien malade avant d'arriver sur Mars. D'accord, merci. Donc on va clore ce sujet-là aussi, et quand même finir le sommaire. On passe donc un petit coucou à Symbiozone, notre partenaire, et à Sébastien du 17 qui vient d'arriver de nous rejoindre. Dernière réaction, elle est vraiment toute dernière réaction sur Facebook de Carole Kaliki. Non, Yannick, je t'invite, puisque tu es scientifique, à te référer aux ouvrages écrits par des scientifiques et dont les arguments sont incontestables contre la vaccination. Il en existe environ une 50aine et aucun d'entre eux n'a fait l'objet ni du moindre démenti, ni d'aucune action en justice. Commence par celui qui dénonce les travaux falsifiés de Pasteur, l'imposteur, et le reste... Mais non, mais tout ça c'est de la blague. Écoutez, s'il y a... Attendez, Carole, c'est Carole qui a dit ça. S'il y a 50 ouvrages contre les vaccins, je peux t'en citer 5000 sur les vaccins et pour les vaccins. Ça veut rien dire, c'est pas parce qu'il y a un ouvrage... Moi demain j'écris un ouvrage sur les ovnis, je le fais publier, il est à la FNAC, et ben voilà, c'est tout, vous avez un ouvrage. Non, un ouvrage, est-ce que c'est un papier qui est passé dans une revue à comité de lecture avec une étude scientifique sérieuse? Si c'est un papier qui est passé dans une revue à comité de lecture, alors ça vaut le coup de le lire et de dire regardons ce qu'il y a dedans. Si c'est un truc qui est paru à la FNAC simplement sous le nom de l'auteur, ça n'a aucun intérêt scientifique. Ça a de l'intérêt journalistique, ça a de l'intérêt romanesque, ça a de l'intérêt ce que vous voulez, mais pas scientifique. Scientifique, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse faire des expériences, qu'on puisse réfuter les thèses et que ce soit discuté par les pairs. Les pairs, c'est-à-dire les autres spécialistes. S'il n'y a pas ces conditions-là, ce n'est pas digne d'intérêt. On vaccine les gens. Écoutez, prenez les statistiques des gens qui mouraient de différentes maladies avant le vaccin. D'accord? Et regardez comment les vaccins ont fait évoluer les choses. Alors on va nous donner des courbes, oui, mais regardez, la rougeole est diminue avant que les vaccins arrivent. Non, regardez, c'est pas que les vaccins, c'est l'hygiène. L'homme a beaucoup gagné avec les hygiénistes. Hein. Vous rappelez-vous qu'il n'y a pas très longtemps, les chirurgiens opéraient sans se laver les mains. Et les gens mouraient non pas de l'opération, mais mouraient de l'infection que le chirurgien leur apportait avec ses mains. Il y a un chirurgien qui opérait un mec, il est passé au deuxième, il s'était même pas lavé les mains pour passer d'un malade à l'autre. C'est ça qui tuait les gens. Hein. Sur les champs de bataille, les gens ne mouraient pas des balles de fusil, ils mouraient des maladies qu'ils attrapaient du fait d'avoir les tripes à l'air. D'accord? Mais donc ça veut dire qu'il faut faire attention à les chiffres et tout ça. On peut trouver 50 scientifiques qui sont contre les vaccins. Ok, à ce moment-là, vous leur faites faire un travail scientifique dans une revue à comité de lecture. Et à ce moment-là, ça vaut le coup de faire les études, et à ce moment-là, il y aura un débat dit scientifique. Regardez le nombre de personnes qui ont été sauvées par les vaccins, et pour ceux qui ont mon âge, c'était la fin. Moi, j'ai eu des copains qui ont eu la polio. J'ai des copains qui en sont morts, et j'ai des copains qui ont des séquelles à vie. Et bien maintenant, chez nos jeunes, plus personne n'a la polio. Et vous croyez que ça a disparu comme ça? Ça a disparu par magie. Il y a des pays où il y a des générations entières ont été décimées par la polio. Essayez de trouver des gens d'un certain âge qui ont eu la polio quand ils sont sortis et parlez-en avec eux. Et vous changerez d'avis. Les gens qui sont contre les vaccins, souvent, c'est une réaction qui n'est pas scientifique,
et c'est une réaction qui n'est basée sur aucun fait réel. Prenez les images, prenez les films, prenez les témoignages des gens qui ont eu la polio, qui sont occupés de poliomyélitique, c'est comme ça qu'on dit, et après on en discute. Si vous n'avez pas cette expérience-là, vous ne pouvez pas en parler. C'est la magie de ce canal qui est citoyen, bien sûr. C'est qu'on a des avis différents et opposés, hein, y compris entre moi et Yannick, et puis entre vous. Hein, et c'est tant mieux, on peut en débattre. On va quand même clore le sujet. Alors, moi, j'ai le droit aussi, moi, de faire un hors-sujet. Bien sûr. J'ai le droit. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu tous ensemble, puisque là, je vois qu'il y a un peu de réaction ce soir, de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire de l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes par le gouvernement Macron. Hein, ça a été annoncé ce matin ou cet après-midi, je ne sais pas, j'étais en voiture, moi j'ai entendu ce soir. Donc l'idée, ils n'ont pas fait comme ça, ils ont dit qu'ils allaient virer les zadistes, ça c'est pour se donner bonne mesure, et qu'ils allaient annuler l'enquête d'utilité publique et donc les démarches juridiques qui faisaient que ce chantier pourrait commencer. Je vous rappelle que cette histoire de Notre-Dame-des-Landes, c'est un dossier qui a 50 ans. Hein, ça ne date pas de 2009 ou de 2005, ça a 50 ans. La ZAD, qui était une zone d'activité ou aménagée différée, ça voulait dire qu'ils avaient réservé une très grande zone pour dire plus tard on fera quelque chose. Donc c'est cette zone, pas d'urbanisme, interdiction de permis de construire, sauf des exploitations agricoles qui auraient disparu, ils étaient prévenus, et en disant dans les années qui viennent on fera quelque chose. Or, alors deux choses. Il y a eu des rapports, des contre-rapports, il y a eu 180 décisions de justice pour le... Alors c'est pas pour l'aéroport, c'est pour valider les démarches qui ont été faites pour l'aéroport. Il y a eu un rapport d'expertise récent qui était très très réservé sur l'aéroport. Il y a eu un référendum local. Hein, c'est une nouvelle procédure, référendum local. Il se trouve que le référendum a voté pour, même si les gens qui ont voté pour le référendum étaient un peu bizarres, mais enfin voilà. Je veux dire, la façon de faire voter, de choisir les gens qui votent, moi j'ai trouvé ça bizarre, mais enfin voilà. Donc les gens ont voté pour et le gouvernement dit non, on ne le fera pas. Donc ça veut dire quand même un gros déni de démocratie, cette histoire-là. Et je veux dire aussi, moi je finis avec ça, c'est que ça montre quand même que quand des citoyens se mobilisent, ça dure très longtemps, quand ils se mobilisent avec des arguments et qu'ils basent leur mobilisation sur des faits, sur des réalités sensibles, tangibles, sur des arguments, eh ben les citoyens au sens général réussissent à faire plier les gouvernements. Et c'est quand même ça. Alors maintenant, faites l'hypothèse qu'il va se passer quand même un certain nombre de choses. Il y a des grands chantiers en ce moment en France. Il y a des enfouissements de matériaux radioactifs. Il y a des center parks dans des zones Natura 2000. Il y a des choses comme ça. Cette décision du gouvernement va renforcer les différents indices de différents endroits. Et voilà. Donc réagissez là-dessus. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que pensent les gens de tout ça. Ok, donc n'hésitez pas, mettez un P dans le chat sur Mumble pour nous rejoindre à l'oral. Je vois depuis tout à l'heure, il y a énormément de réactions, notamment par rapport au vaccin. Certaines qui sont assez marrantes, quoique tout de même assez difficiles aussi. Donc n'hésitez pas, mettez un P pour ceux qui sont sur Facebook si vous voulez nous rejoindre. On vous le rappelle, tutoriel canal citoyen sur YouTube, c'est 2 minutes et ça vous apprend à venir nous rejoindre sur le logiciel de communication Mumble. Voilà, donc pas de réaction par rapport à ce que tu disais. Encore énormément les gens restent vraiment sur cette histoire de vaccin. Tyler qui disait la polio vient d'être éradiquée par une campagne de vaccination en Inde. Et pourtant là-bas, les gens chient dans la rue et vivent sur des montagnes d'ordures. Ça n'a rien à voir avec l'hygiène. Bon. Visiblement, voilà, donc c'est les deux, c'est-à-dire que y a des maladies qui ont été fortement affaiblies par l'hygiène et d'autres qui sont tuées par la vaccination. Mais quand il y a les deux ensemble, c'est encore mieux, Mais il y a des maladies, il suffit de se laver les mains sérieusement pour qu'elles ne se propagent pas. Hein. Ça dépend des maladies. Ouais, et puis on va pas dire que tu es pro, parce que je la vois arriver, mais gros comme un camion. Hein. Tu n'es pas pro, Yannick. Hein. Tu l'as bien dit en tout début d'émission en répondant à la question qu'on t'avait posée que pour toi cette loi était tout de même abusive
Et Ah non, attendez, on est d'accord. Attends, moi je ne suis pas pro 11 vaccins. Je trouve ça débile, je trouve ça dangereux au sens... je ne comprends pas pourquoi de ce truc-là. D'accord? Parce que si c'était utile, pourquoi ça ne serait pas fait en Allemagne, en Hollande, et ainsi de suite? Donc je suis contre les 11 vaccins, mais je suis pour la technique vaccinale. Hein. Et personne n'a réussi à démontrer pour l'instant qu'un vaccin était inutile. Qu'il puisse être dangereux, on est d'accord. Je veux dire, j'ai bien dit que ça peut être dangereux. D'accord? Il y aura des morts avec les vaccins. Mais il n'y aura pas 50% de morts. Il y aura un mort tous les 100 000, tous les 200 000, tous les millions. Mais voilà. Mais de la même façon que je peux vous dire que votre voiture est dangereuse. Votre lit est dangereux. Votre trottoir est dangereux. Votre femme est dangereuse, ou votre mari, puisqu'il y en a qui se font tuer par leur mari ou leur femme. C'est pas parce qu'un mari tue sa femme qu'on interdit les maris. Oui, effectivement. Bon, c'est rempli de nuances tout ça, et c'est jamais, faut jamais aller dans le manichéisme. Hein. Rien n'est blanc ou noir, on est souvent dans le gris. Voilà. On va. Écoute, mettez un P dans le chat si vous voulez revenir en seconde partie vraiment par rapport à ce sujet et réagir directement en parlant. On va dérouler la fin du sommaire, Yannick, que je crois qu'il restait. Ok, il reste très peu de choses à faire. Donc je vais vous faire quelques citations. Je vais commencer par une double citation, quelque chose qui a circulé cette semaine. Donc la double citation, les deux vont ensemble. Hein. Le Monde du 23 mai 2016. En cas de Brexit, le Royaume-Uni entrerait en récession selon Londres. Le Trésor britannique prévoit une baisse de 3,5 points du PIB. Deuxième citation, Forbes du 5 janvier 2018, classement Forbes 2018, entre guillemets, le Royaume-Uni nommé meilleur pays pour les entreprises. Donc voilà ce qu'on appelait la campagne de la peur autour du référendum du Brexit, hein, où il fallait absolument faire peur aux gens et leur faire croire que tout se passerait mal, et puis la réalité des choses qui est en fait beaucoup plus douce. Alors comme je dis toujours, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des accidents et des problèmes au Royaume-Uni, mais ce n'est certainement pas la catastrophe qu'on nous annonçait. Alors, Raphaël, j'ai écouté, quand je peux, je le fais, alors je ne sais plus si c'est le samedi ou le dimanche sur France Inter, en début d'après-midi, si je me rappelle bien. Donc c'est Raphaël Glucksmann et Natacha Polony qui discutent, ils sont rarement d'accord, hein, sur différents sujets qui sont amenés par le présentateur. Et la dernière fois, il parlait évidemment de la campagne Balance ton port, des choses comme ça, de la campagne les nanas qui ont le droit d'importuner, tout ça. Et il y a eu un sujet sur la pêche électrique et l'Union européenne. Et Raphaël Glucksmann, alors j'ai reconstitué ce qu'il disait, c'était plus long, c'était plus alambiqué, donc je l'ai fait plus dans l'esprit, dans la citation. Donc Raphaël Glucksmann, dans cette émission de France Inter, nous dit « La pêche électrique, c'est catastrophique. Les OGM, c'est mal. Le glyphosate, c'est débile. La concurrence fiscale est destructrice. Mais l'Europe, c'est bien. Je suis un européiste convaincu. » Donc voilà l'état d'esprit des européistes actuellement. C'est le syndrome de Stockholm. C'est le syndrome de Stockholm. On peut pas dire plus. Hein. Les gens comprennent maintenant que c'est catastrophique, mais continuent à défendre ce truc-là. C'est hallucinant. Moi, personnellement, je ne comprends pas. Je ne comprends plus. Comme dirait José dans Cette de ménage, je ne comprends plus. Bon. Petit rappel, le journal Ipso Facto Europa. Donc je vous rappelle que tous les numéros sont disponibles à l'adresse sur le... Donc c'est plus sur le drive comme je disais avant, mais vous allez sur le site web de lesclésdel'Europe.fr, www.lesclésdel'Europe.fr, et vous avez un onglet Ipso Facto Europa, le journal, et donc tous les numéros, il y en a 7 pour l'instant si je ne me trompe pas, sont disponibles. La vocation de ce journal est bien sûr d'être envoyé, il est en PDF, d'être envoyé par mail si vous voulez, mais surtout c'est de l'imprimer et de le faire circuler sur papier. L'idée étant, alors la philosophie de ce journal, c'est de reprendre les faits, comme je fais dans cette émission-là, de donner des faits et d'être factuel. Et c'est les gens, à la lecture de la réalité, qui devraient eux-mêmes se scandaliser de ses propres faits. Il n'y a pas de slogan, il n'y a pas de conseils, on ne dit pas ce qu'il faut faire, on laisse les gens découvrir la réalité de l'Union européenne. Et ça, il faut le donner à vos grands-parents, à vos tontons, vos tatas, vos cousins, vos patrons, vos collègues de boulot, vos subordonnés, vos élèves, vos profs. Il faut faire circuler votre gardien de but si vous jouez au foot, le demi-mêlée si vous jouez au rugby, et ainsi de suite. Il faut le faire circuler. Vous allez dans la salle d'attente de votre to-bip, vous en laissez 3 sur la table. Vous allez à la gare, vous en laissez 3 dans un présentoir qui donne les horaires. Vous allez dans une association, il y a toujours un petit présentoir avec des trucs, vous en mettez 2 ou 3 là-dedans. Vous le tirez au format que vous voulez,
et vous le faites circuler comme ça. L'idée, c'est encore mieux que vous le donniez de la main à la main, c'est encore mieux que vous pourriez en discuter avec les gens, mais il faut absolument que ça circule et que les gens voient de leurs yeux sur des choses réelles qu'on ne leur présente pas dans la presse ou de façon extrêmement succincte. Donc voilà, et maintenant moi je fais mon travail, je ne peux pas faire plus. Je compte sur vous tous, les gens qui sont en direct sur le Mumble, sur Facebook, et les gens qui regardent la vidéo en différé. Allez sur le site, vous récupérez le journal qui est gratuit, qui est disponible, qui est à disposition, et vous le faites circuler, vous inondez le monde de Ipso Facto Europa. Alors, je vais vous faire encore un rappel comme la semaine dernière, la semaine d'avant, et je le ferai encore la semaine prochaine, et après ça sera sur le papier, je le ferai plus. Donc les gens qui l'ont déjà entendu vont dire, il nous gave avec ça, mais c'est important. À partir du 1er janvier 2018, donc depuis le 1er janvier 2018, les entreprises de plus de 50 personnes, les communes de plus de 10 000 habitants et l'administration sont désormais dans l'obligation de mettre en place des procédures de recueil des alertes en application de la loi Sapin 2. Conformément à la loi numéro 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption, à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2, qui crée un cadre juridique général pour le signalement et établit une protection du lanceur d'alerte, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères met en place à partir du 1er janvier 2018 une procédure de recueil des signalements. C'est le référent déontologue du ministère qui a été chargé du recueil de ces signalements. L'association Les Clés de l'Europe encourage tous les Français responsables à utiliser ce dispositif de façon massive pour signaler tous les débordements de l'UE en France. Usage scandaleux des fonds publics, propagande, pantouflage des élus, corruption notoire, conflit d'intérêts, guerre illégale, déni de démocratie, tout ce que vous voulez. On vous donne un moyen d'action. Vous allez dans votre mairie, vous demandez à pouvoir utiliser cette loi-là, donc si vous êtes une ville de plus de 10 000 habitants, vous faites un courrier et vous dites voilà, l'Europe c'est de la merde pour telle raison, telle raison, telle raison. Ce document-là est obligatoirement remonté au niveau national, vous êtes protégé par la loi et on ne peut pas vous inquiéter. Et ce document-là sera forcément, s'il y a un grand nombre de documents de ce type-là qui arrivent, ça paraîtra dans les rapports d'activité qui seront des rapports publics en fin d'année. Donc je vous encourage à faire ça et à jouer les lanceurs d'alerte dès que vous pouvez, dès que vous voyez une information. L'UE ment sur ses subventions, l'UE fait de la propagande, l'UE détruit nos enfants à l'école parce qu'ils racontent comme conneries, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, je vais finir avec une petite nouvelle rafraîchissante. J'ai reçu, comme plein d'autres, je l'ai eu en direct, en privé, mais je l'ai eu aussi sur des pages Facebook, ainsi de suite. On m'a fait part d'une action unitaire, et donc j'aimerais souligner l'initiative commune de Solidarité et Progrès, Union Populaire 59, et Une France Unie, Diverse et Solidaire, ceux-là sont cofondateurs de la collégiale citoyenne, et ces trois groupes-là ont lancé une journée d'action et d'information sur la moralisation de la vie bancaire le 14 janvier dernier à Lille. Donc ils ont fait un stand, ils ont informé les gens, ils ont distribué des tracts, ils ont fait signer une pétition. Alors il faudrait multiplier ce genre d'action sur tous les sujets, au niveau national, avec une synchronisation entre toutes les actions pour montrer à tous que les sujets dépassent les clans. Et c'est que comme ça qu'on montrera aux gens que les partis politiques s'occupent des sujets et non pas de leur nombril. Par contre, et malheureusement, je n'ai trouvé aucun indice que l'UPR national ait donné son accord ou sa caution à cette manifestation. Donc je ne suis pas rentré en contact avec Union Populaire 59, j'ai épluché le site national de l'UPR, ils n'en parlent pas, et j'ai pas vu sur les pages officielles, je peux me tromper, parce que je n'y passe pas un temps gigantesque non plus, c'est dommage. Alors que Solidarité et Progrès, c'était au niveau national que ça se faisait, c'était quelque chose d'officiel. Et ben je pense que si on arrive à dépasser les nombrilismes des partis politiques avec des choses de ce genre-là, on a une chance de s'en sortir. Donc pour moi, c'était assez rafraîchissant de voir ça, alors que d'habitude, ces gens-là se tirent dans les pattes assez facilement. Ceci termine l'exposé, merci de votre attention. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, toutes les références et tous les articles utilisés pour cet exposé sont sur la page Facebook Les Clés de l'Europe. Je vous encourage à vous y abonner et à la faire connaître autour de vous. Alors juste pour vous dire, on a passé les 2500 abonnés cette semaine. C'est pas assez, il faudrait être beaucoup plus nombreux. Je vous encourage aussi à faire connaître la chaîne YouTube du Canal Citoyen. N'oubliez pas de visiter le site web de l'association Les Clés de l'Europe,
à l'adresse très simple www.lesclésdeleurope.toutattaché-minuscule.fr. Et je vous invite maintenant à un débat ouvert sur tous ces sujets ou ceux que vous voulez développer autour de l'Union européenne. Et je crois savoir que ça va parler aussi de vaccins. Rudy, je te rends la parole. Oui, d'ailleurs, alors on marque un P dans le chat, s'il vous plaît, j'arrive pas à suivre le chat. Donc là, oui, on a déclenché des passions. Et bon, alors c'est triste, puisque c'est bien la particularité de nos élites, hein, c'est de nous diviser sur des sujets qui sont soumis à plusieurs points de vue. Et bon, malheureusement, comme le disait Yannick, il y a des sujets qui sont peut-être bien plus évidents. Même si je suis, attention, hein, pas du tout, je ne minimise pas le problème des vaccins, mais voilà, si on pouvait tous se réunir déjà sur un axe principal et essayer de changer les choses, ça serait formidable. Je voulais vous rappeler donc une initiative de Coralie de l'équipe Canal Citoyen. Tous les mardis soirs, donc sur ce Mumble, le Mumble Canal Citoyen s'ouvrira une permanence pour débattre, un micro ouvert. Donc ça sera pas enregistré, il y aura pas de podcast, vous serez entre vous et ça sera l'occasion par exemple de revenir sur ce sujet-là. J'ai toujours pas de paix dans le chat, hein, donc visiblement c'est pas voilà, les gens ne veulent pas forcément parler. Par contre, il y a pas mal de questions à l'écrit et ça continue. Alors, on va faire un petit tour sur Facebook. On revenait également sur ce sujet-là, sur la question de Notre-Dame-des-Landes. On avait Steph Royer qui disait déjà dans un premier temps, est-ce que tu étais au courant, Yannick, que certaines entrées des villes allaient être payantes? Enfin, c'est un vieux dossier. Je ne sais pas si en France ça va se faire. Ça existe déjà à Londres, à Rome. C'est des péages. C'est des péages d'entrée de ville. Et en fait, c'est payant si on veut rentrer avec sa voiture. Donc, c'est pas payant pour tout le monde. C'est-à-dire les piétons payent pas, les vélos payent pas. C'est payant pour les voitures. On parle de ça en France depuis ça fait au moins 20 ou 30 ans que j'entends parler de ça. Ça n'a jamais été fait. Je crois qu'il n'y a qu'une ville en France qui a un système de ce type-là. Je ne sais pas si c'est payant, mais qui a des restrictions. Je crois que c'est La Rochelle. Si quelqu'un est du coin peut me le dire. Je crois que La Rochelle a un truc comme ça. Mais sinon, c'est fait dans d'autres pays du monde. Dans d'autres villes, dans des villes de d'autres pays du monde. On en parle en France, mais je crois pas que ça... Vous savez, je pense qu'ils ont pris une sacrée claque avec les bonnets rouges, hein, avec comment ils appelaient ça, comment ils appelaient là, les portiques de je sais plus quoi là, les Cotax. Les Cotax. Ils ont pris une sacrée claque avec ça. Ça leur a coûté très très cher. S'ils se relancent dans un truc comme ça, par exemple, vous avez entendu parler la vignette critère là qu'il faut mettre sur son pare-brise pour rouler les jours où il y a de la pollution. Bah apparemment c'est une catastrophe, hein, personne l'achète. Hein. Donc à Paris peut-être que les gens ont acheté parce qu'ils l'ont mis de temps en temps, mais ici personne ne l'a. Hein. Il n'y a aucune voiture qui l'a. Hein. Bah à Paris, le problème c'est que ça doit peut-être contrôler un max, du coup les gens se retrouvent peut-être après 2 ou 3 amendes. Mais normalement c'est obligatoire de l'avoir, hein, indépendamment du fait qu'il y ait une crise ou pas. Je veux dire, ils disent pas il faut l'acheter le jour où il y a la crise, ils disent vous devez l'avoir sur votre pare-brise tout le temps. Ici tout le monde s'en fout. Hein. Le capitalisme à outrance, c'est ça, c'est bientôt payé pour respirer, voilà. Donc alors, c'est bien, on a Dikma, un ancien collègue de Meta TV. Bonsoir à toi Dikma qui nous suit, visiblement. Et on revenait sur Vinci, puisque là on parlait de Vinci. Vinci aussi a également pris 1 milliard d'indemnisation, apparemment, pour revenir sur le sujet de Notre-Dame-des-Landes. Mais alors, ça pour moi, c'est pas... comment dire, c'est des dispositions contractuelles. Au départ, on fait un contrat, on dit voilà, si les choses se font, voilà comment ça se passe, et si pour une raison ou une autre ça se fait pas, voilà comment ça se passe. C'est un contrat, d'accord ? Moi ça me choque pas, je veux dire, peut-être que l'entreprise avait investi, avait fait des plans, avait embauché des ingénieurs, je sais pas, j'en sais rien. Mais si c'est une disposition contractuelle, eh ben c'est contractuel, je veux dire, ça peut être, c'est peut-être pas moral, c'est peut-être gênant, c'est contractuel. Si maintenant on leur donne 1 milliard hors contrat pour qu'ils ferment leur bouche, ça, c'est scandaleux. Mais si c'est dans un contrat et s'il y a une mesure dans le contrat, eh ben voilà, c'était le contrat a été signé, tant pis, hein, c'est comme ça. Alors, on a Sébastien Ron qui, alors petite parenthèse, qui disait les portiques EcoMove à La Rochelle sont encore là, hein, visiblement. Ceux de l'Ecotax ? Oui. En Alsace aussi, hein, ils sont encore là. Hein. En Alsace aussi, hein, ils n'ont pas été démontés. Hein. Ok. Bon. Et sur la Nationale 4, que je prends assez souvent, ils y sont encore aussi. On n'a plus qu'à prendre nos outils et non, je déconne. On risquerait de finir au poste demain. Surtout qu'un portique avec les instruments qu'il y a dessus, c'est 1,5 million d'euros. Hein.
par portique. Hein. Soit perpétuité au niveau de la condamnation, y compris si on appelle seulement pour blaguer les gens à aller les enlever. Donc c'était une blague, hein, bien sûr. Voilà. Flavien Réau qui disait, donc pour continuer sur Notre-Dame-des-Landes, moi je pense que c'est une bonne chose car ça prouve que les actions citoyennes peuvent avoir une influence sur les gros projets industriels sur lesquels on a l'impression de n'avoir aucune emprise. Oui, c'est ce que je disais en conclusion de ma petite intervention. Je pense que c'est bon signe dans le sens où ça montre aux gens, globalement, hein, que en fait, on peut avoir une action sur les choses. Donc ça veut dire que certainement que chez certains, ça veut dire tiens, ce qu'ils ont fait, les gens, parce qu'il y a des gens qui sont engagés très fort là-dessus, il y a des gens qui y sont depuis 9 ou 10 ans là-bas, hein, depuis 2009, hein, depuis 8 ans, eh ben c'était pas inutile. Si par contre, si la décision a été le contraire, si l'État avait dit, écoutez, il y a eu un référendum local, la justice s'est prononcée pour Notre-Dame-des-Landes, et en dépit d'un rapport d'experts qui dit que c'est pas très utile, on fait quand même l'aéroport. Je pense que ça aurait mis un sacré coup aux militants, aux gens qui veulent s'engager, et je pense que le moral aurait été en berne. Bien sûr, il y a des activistes qui sont toujours la fleur au fusil, mais il faut voir la grande masse. Là, je pense que ça a donné des arguments aux activistes pour faire venir avec eux des gens, pour leur dire, vous voyez, quand on fait des choses, ça peut fonctionner. Donc maintenant, venez nous donner un coup de main. Et je pense que ça va réveiller certaines activités qui étaient endormies chez certains, voire plus. Donc oui, c'est rafraîchissant de ce côté-là. Maintenant, il faut pas se leurrer. Le gouvernement ne veut pas perdre la face. Et je peux vous dire que le déménagement de la ZAD va être extrêmement violent. Parce que l'État ne peut pas perdre la face. Il dit, ok, on abandonne le projet pour des problèmes industriels, maintenant on va retrouver l'état de droit. Je pense que ça va être saignant, ce qui va se passer dans les prochains jours. D'accord, alors on a des prises de parole, on les a bien notées, il n'y a pas de souci. Juste dernière petite question, pronostic dans la foulée Yannick. Pour toi ça passera ou pas? Pronostic de quoi? Par rapport à ce fameux aéroport, ça passera ou pas selon toi? Ah non, il sera pas fait. L'aéroport ne sera pas fait. D'accord. Mais de toute façon c'était une débilité technique. Hein. Cet aéroport était une débilité technique. Et l'aéroport de Nantes est une débilité technique aussi. Il faut le fermer cet aéroport. Il faut mettre une TGV sérieuse, direct Nantes-Roissy, hein, ou Nantes-Orly. Mais l'aéroport se fera pas. Non, l'aéroport se fera pas. Ok, merci. Et s'il avait dû se faire, vous savez, depuis 50 ans, s'il avait dû se faire, il serait fait. Hein. Yes. Oui, c'est sûr. On a eu... Écoutez, de la même façon, c'est à peu près contemporain de la candidature de la Turquie à la CE. D'accord? Donc c'est pareil, si la Turquie avait dû rentrer dans la CE, elle y serait rentrée depuis le temps. Ben, c'est une bonne nouvelle, hein, malgré tout. On ne fait pas que donner des mauvaises nouvelles, Yannick. Bah, moi je pense que... Non, moi je pense que... Alors, effectivement, il y a peut-être 2-3 mecs, il y a peut-être des entrepreneurs, il y a peut-être des spéculateurs pour qui c'est une catastrophe, hein, on est d'accord. Il y a certainement des gens pour qui c'est pas une bonne nouvelle, hein, des entreprises... Enfin voilà, il y a bien sûr des gens pour qui c'est pas une bonne nouvelle. Mais est-ce qu'on est encore à l'ère où il faut construire des aéroports, cramer du pétrole, aller cramer du kérosène partout en France laissons le kérosène cramer à Roissy et à Orly, ça suffit bien. Ok, alors d'ailleurs on fait un petit rappel, le 10 février, donc grosse mobilisation sur place hein, à Notre-Dame-des-Landes, hein, n'hésitez pas à venir soutenir, à aller sur place si vous en avez les moyens. Je pense que ça sera fini avant à mon avis. À ce point-là? Ah oui, mettez-vous à la place du gouvernement, aussi bien d'un point de vue national qu'international. Pour le gouvernement, celui-là, mais en général pour les gouvernants, c'est un échec. L'échec, il est où? Il n'est pas dans leur décision. Il est le fait que 3 barbus et 2 chevelus leur ont imposé leur vision. C'est comme ça que ça va être interprété à l'extérieur et que ça va être déformé par les gens qui en veulent à la France. Donc ce qui veut dire que le gouvernement va devoir, c'est pas qu'il va pouvoir, c'est qu'il va devoir dégager la ZAD le plus vite possible. J'entendais dire qu'il y avait 40 000 militaires, soldats, CRS, je sais plus quoi, sur place qui convergeaient. C'est 10 fois plus qu'à la dernière opération. Hein. Ça va, à mon avis, ils vont pas être très gentils. Hein. Et si c'est pas fait dans les 10 jours qui viennent, c'est mort. Hein.
Donc le 10 février, prenez pas vos billets de train. Hein. Attendez un petit peu. Hein. Bah, on fera une mise à jour la semaine prochaine. Oui, on en parlera, pas de problème, on en parlera, mais soyez attentifs, je pense. Alors, toute l'info va peut-être pas circuler, hein, mais ouais, vous comprenez bien que d'un point de vue honneur, d'un point de vue égo du gouvernement, ils peuvent pas se permettre de laisser pourrir la situation. Hein. Ok, alors, Tyler, bonsoir à toi, je t'ai démuté, tu peux prendre la parole si tu te démutes aussi également. Donc je pense qu'on va reparler de vaccins, on avait aussi Coralie qui voulait prendre la parole par la suite. Salut Tyler. Salut, mais en fait j'avais juste mis un smiley, donc c'était pas pour prendre la parole. Y a pas de souci. Coralie, bonsoir à toi, alors c'était un smiley aussi peu où je me suis trompé. En fait, il faut acheter des lunettes à Rudy, qui confond les smileys et les P. C'était un smiley également pour Isabelle. Ok, pas de souci. Bah écoutez, avec moi, les gens ont peur de prendre la parole. Non, il y a une prise de parole. Ok, d'accord. Bonsoir à toi, Isa. Ça y est, tu es démuté. Par contre, bon, bah non. Ok, elle est plus là. Bon, voilà. Donc, on a énormément de réactions par rapport au vaccin. Pour ceux qui posaient la question, les débats libres le mardi soir. Donc, ce sera à partir de 21h. Et on reprend Isabelle. Salut à toi, Isabelle. Donc, on a énormément de réactions par rapport. Alors tu as le retour derrière du direct, si tu pouvais le couper. Bonsoir Isabelle. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez ? Super, on t'entend très bien. Ah, super. En fait, je voulais revenir sur un élément dont tu avais parlé, Yannick. On t'entend plus là par contre. Je crois que c'était Sylvain Baron qui avait mis effectivement, enfin j'ai reçu cette information aussi. Sylvain Baron qui avait mis, qui avait envoyé certainement, c'était quoi ? C'était parti pour sauver la France avec effectivement 5 autres partis qui étaient donc il y avait UPR, Mouvement politique d'émancipation populaire, le MPEP, Debout la France, Pôle Renaissance communiste en France, le PRCF, et Solidarité et Progrès. Et moi, personnellement, enfin, je pense qu'en fait, comme aime le dire si bien Yannick, à mon avis, l'auteur qui a véhiculé cette information stipule pour autrui. Parce que, je pense que le PRCF, à mon avis, s'associerait assez mal avec Solidarité et Progrès, qui est Soral. Et l'autre chose, c'est que Debout la France... Non, tu confonds. C'est pas ça ? Égalité et réconciliation, c'est Soral. Solidarité et Progrès, c'est... Cheminade. Qui, contrairement à ce qu'on laisse croire, est quelqu'un de gauche. Hein. Mais reste encore quand même Debout la France. Là, je ne dois pas me tromper si c'est Nicolas Dupont-Aignan. Tout à fait. Et pour le coup, je pense que Dupont-Aignan et le PRCF vont pas très très bien ensemble. Et puis, Debout la France préconise effectivement l'Europe des nations, et ce qui me paraissait assez étrange. D'autre part, je pense que ce mouvement, comment on pourrait dire ça, ce rassemblement en fait date de 2015 et sur la page en question, il n'y a pas les signataires en fait des différents présidents. Donc je pense qu'à mon avis c'était un projet, mais absolument pas. Ça n'a pas été acté en fait par les différents présidents de parti, je pense. Tout à fait. C'était une tentative un peu maladroite et brusque de rapprocher les gens, et ça n'a pas du tout été efficace. Et moi, je peux vous dire que dans certains partis, il y a des gens qui ont été virés simplement parce qu'ils avaient porté ce projet-là. Hein. Mais d'ailleurs, Sylvain Baron s'est fait virer de l'UPR. Oui, mais bien avant 2015. C'était bien avant, ça, c'était autre chose. Bah, quand il y a des projets qui sont portés, il faut vérifier les personnages qui viennent les mettre au grand jour. En général, c'est pas forcément très sérieux ni très plausible. Mais puis ça dépend comment c'est fait. Je veux dire, l'objectif et le but étaient assez nobles. Hein. Le problème, c'est qu'on ne manipule pas les égos des chefs de parti comme ça. On ne dit pas à des chefs de parti, vous allez faire ça. Ça marche pas du tout.
Ces gens-là ne sont pas du tout souples de ce côté-là. Bien sûr que l'objectif, c'est de rassembler... Alors, je ne me rappelle plus le prénom de la personne qui est passée avant, je suis désolé. Dire que le PRCF et Isabelle, voilà, excuse-moi. Que le PRCF et peu importe, et n'importe quel autre parti ne sont pas compatibles, je ne suis pas d'accord. Ils ne sont pas compatibles, mais on ne leur demande pas d'être compatibles au sens de faire une alliance et de défendre le même programme. On leur demande de défendre le même objectif pour la France. Si l'objectif c'est que la France devienne souveraine, une France souveraine, on pourra refaire des élections où les gens comme Solidarité et Progrès, Union populaire républicaine et puis PRCF seront concurrents dans les élections sur des programmes différents pour la France. Encore faut-il que la France soit souveraine. Donc, si on comprend qu'il faut d'abord que la France soit souveraine avant de se mettre en concurrence sur les programmes, on gagnera. Si on se met en concurrence sur les programmes alors que la France n'est pas souveraine, ça n'a strictement aucun sens, ni aucune utilité. Donc l'idée était celle-là, et d'ailleurs l'idée est encore celle-là pour beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il faut que les gens, même avec des idéologies différentes, mais qui ont compris que la France doit être souveraine, doivent se mettre ensemble, non pas dans une alliance programmatique, mais dans un front de défense commun, un front de défense commun de la France. Et après seulement, on verra. Donc moi, je verrais très bien, si ces gens étaient intelligents, ça ne veut pas dire qu'ils sont idiots, mais s'ils étaient portés par l'objectif, présenter une liste, parce que ça n'a pas beaucoup d'incidence, une liste commune aux élections européennes. Et il faudrait faire exploser ce scrutin européen national. Si tous ces gens-là, même de couleurs extrêmement différentes, étaient capables d'aller mettre des vers dans le fruit du Parlement européen et aller vraiment foutre le bordel et casser ces majorités, tous ensemble et avec un seul objectif, c'est de faire chier l'Union européenne, on aurait fait un grand pas. Alors que je peux vous dire, et malheureusement, je pense avoir raison, et malheureusement ça va être catastrophique, tous ces partis, ceux qui ont la possibilité, feront une liste indépendante aux élections européennes. Eh oui, il faudrait éradiquer la densité de leur ego, ou du moins de leur chef. Et ça, c'est... Alors, est-ce que les partis existent encore sans leur chef ? Le problème, il faut relire Simone Veil, la vraie, pas l'autre, la philosophe. Est-ce que ces partis-là, déjà les partis, d'après Simone Veil, c'est catastrophique, mais est-ce que ces partis existeraient sans l'ego de leur chef ? C'est ça le problème. Oui. Alors Isabelle, je te redonne la parole, je te mutais parce qu'il y a le retour direct derrière toi, donc du coup on s'entendait parler, je te redonne la parole tout de suite. Oui, aucun souci. Sauf qu'en fait, il me semble que, comment dire, par exemple, DLF n'a pas du tout les mêmes objectifs. On l'a vu d'ailleurs aujourd'hui, aux dernières élections. DLF n'a pas du tout les objectifs de sortir de la même façon que le veut, par exemple, l'Union populaire. Moi, je suis d'accord pour une liste commune. Importante, etc. Quand j'ai lu en fait le projet, j'ai trouvé ça séduisant, mais j'ai vu qu'il y avait des incompatibilités dans la manière, même si dans le fond il semblait que les principes généraux étaient adoptés, ce qui n'est pas le cas en réalité. Donc en réalité, il y a bien eu un mariage. Bon, c'est peut-être pas le mariage de la carpe et de la carpe et de je sais plus quoi, du lapin. Mais clairement, je pense que dans la façon, les modalités de sortie de l'Union européenne, c'est pas du tout la même chose pour certains d'entre eux. Donc, mais effectivement, c'est séduisant de voir, de pouvoir voir émerger un parti, une liste commune pour récupérer les temps d'antenne, par exemple, dans les médias et pouvoir parler d'une seule voix. Effectivement, c'est intéressant. Alors, il faut apporter quelques précisions. Quand on parle de sortie de la France de l'Union européenne ou d'approche, en fait, il y a des partis qui sont sur une ligne extrêmement stable, comme l'Union populaire républicaine. Ça fait 10 ans qu'ils disent la même chose sous l'impulsion de François Asselineau. Par contre, il y a des partis. Solidarité et Progrès a une approche un peu floue. Aux élections présidentielles ont été très clairs sur le fait qu'il fallait sortir de l'Union européenne, et depuis, ils ont rechangé un peu leur discours. Par contre, DLF ou DLR, comme ça a changé de nom, eux, ils ont toujours été dans le flou.
ça change tout le temps. Et récemment, ils ont encore changé d'avis, un peu comme le Front National, donc on ne sait pas. Donc ce qui était vrai en, disons, de fin 2014 ou 2015 sur un rassemblement possible n'est plus le même maintenant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jauger d'une possibilité d'un rassemblement en 2015 avec les discours de fin 2017 ou début 2018. Parce que les discours ont changé, notamment au Front National, chez DLF, et même chez Solidarité et Progrès, où il y a quand même un petit flou là-dessus. Je suis retourné voir sur les sites officiels, il n'y a pas longtemps, chez Solidarité et Progrès, on ne traite plus l'Europe de la même façon qu'il a été traité il y a 6 ou 8 mois. Donc voilà. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention. J'ai fait le point des forces anti-européennes, entre guillemets, il y a quelques émissions. Je ne sais pas, il faut trouver dans les sommaires. Effectivement, les partis qui voudraient effectivement sortir de l'Union européenne par l'article 50 ou par une désobéissance, qui ne veut pas dire grand-chose, se réduisent. Hein. C'est-à-dire que le Front National n'est plus dans le coup, DLF n'est plus dans le coup, Solidarité et Progrès, à mon avis, va passer à des moments difficiles dans les prochaines années et ne sont pas très clairs là-dessus. Donc il reste quoi? Il reste le PRCF, l'Union Populaire Républicaine, et éventuellement des petits partis, entre guillemets petits, parce qu'ils sont naissants, qui sont en train d'arriver sur la scène nationale. Donc cette liste qui aurait eu un sens en 2015 n'a plus de sens maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'en 2019, elle n'aura pas un sens. D'ici 2019, on peut très bien avoir la reconstitution de forces anti-Union européenne qui se mettent en mouvement et surtout qui s'associent pour la suite des événements. Céline qui disait MDR, mais Sylvain Baron s'approprie les mouvements et autres sans rien demander. C'est un coup de com', un coup marketing, c'est du vent. Oui. Alors, du coup, pour le coup, en tout cas, Sylvain Baron, en tout cas, je cite son nom, et donc ce que je vais dire, ça va être enregistré, donc voilà, a quand même l'imagination de proposer des choses, mais il est trop impatient. C'est-à-dire qu'il propose des choses et il essaye de les mettre en place avant même d'avoir demandé aux gens qui l'impliquent dans son initiative s'ils sont d'accord ou s'ils sont partants. Parce qu'on peut être d'accord, mais pas en action tout de suite, on peut être pas d'accord, on peut être... Voilà. Et donc, Sylvain, que je connais pas personnellement, avec qui j'ai échangé au téléphone quelques fois et par écrit un certain nombre de fois, est quelqu'un qui va trop vite dans ses actions, c'est-à-dire qu'il met ses actions derrière ses idées trop vite. Il a fait des choses extrêmement bien, ce garçon-là. Hein. Si vous avez eu l'occasion de lire son journal, c'était quoi? Comment il s'appelait? Poil à gratter, c'est ça? Si je me rappelle bien. D'autres actions comme les décrocheurs, des choses comme ça. C'est très bien qu'il fasse tout seul ou avec d'autres ou qui se mettent en avant. Moi, ça ne me dérange pas du moment que l'action est utile. Par contre, de temps en temps, il lance des choses avec des promesses et des attendus qui vont beaucoup trop vite par rapport à ce que les gens peuvent faire, ou sont capables de faire, ou sont dans la capacité de faire, au tenter. Voilà, donc tout n'est pas à jeter, mais il faut être méfiant, voilà. Ok, oui, bon, le but en plus c'est pas de dénigrer quiconque, hein, même si on valide pas forcément. Isabelle Corrado qui disait donc Solidarité et Progrès invoque le traité de Vienne que la France n'a pas signé en appelant à la désobéissance. Alors. Donc ils sont pour une sortie. Non, alors le traité de Vienne, ça s'applique pas en fait. Il faut le lire complètement. J'ai fait une émission là-dessus. Le traité de Vienne, ça s'applique. Alors. Voilà, le traité de Vienne dit qu'on peut quitter un traité de façon unilatérale si le traité n'a pas de clause de sortie. C'est ça que c'est dit. Or, dans le TFUE, il y a une clause de sortie, donc le traité de Vienne ne s'applique pas. Voilà, c'est tout simple. Donc le traité de Vienne, on ne peut désobéir à un traité que si le traité n'a pas de clause de sortie. La France n'a pas ratifié le traité. On s'en fout, ça c'est pas le problème, puisque de toute façon elle a ratifié le TFUE. Donc il y a une clause de sortie. Ok, d'accord, merci pour cette précision. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci à toi Yannick. On va rappeler donc que la semaine prochaine on refera une petite mise à jour sur Notre-Dame-des-Landes pour vraiment... écoute, Rudy, t'es chargé de... Bon, de toute façon je regarderai ça d'un œil... Normalement c'est hors de... Bon, on va beaucoup en parler à mon avis. C'est en dehors de mon champ d'études profondes, mais de toute façon je pense qu'on va en entendre parler tous les jours. Ça va réagir très fort. Déjà ça secouait très fort aux informations ce soir. Là, j'ai écouté la radio en mangeant. Il y a déjà dans la majorité une opposition très forte à Macron et au Premier ministre. Donc je pense qu'on va en entendre parler beaucoup.
Mais on fera un point la semaine prochaine, un point national. On se réservera un petit temps pour faire le point en espérant qu'il n'y aura pas de catastrophe. C'est surtout ça qui est important. Et puis on essaiera de faire une synthèse effectivement de ce truc-là. Ok. Ok, bah merci à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Facebook. C'est depuis que tu as mis ton système de caméra. Ça porte ses fruits visiblement. Donc encore merci à toi Yannick. On peut dire d'ores et déjà qu'il y aura certaines améliorations qui vont arriver. On se cale techniquement au fur et à mesure, petit à petit. Et merci à tous ceux qui nous rejoignent sur Facebook, sur Mumble également. La semaine prochaine, n'hésitez pas, pour ceux qui ne connaissent pas, à vous fidéliser avec l'outil Mumble, à aller voir le tutoriel, à poser des questions aux gens de l'équipe, ou tout simplement ceux dans votre entourage qui connaissent l'outil en question, et à nous rejoindre pour pouvoir débattre avec nous et à inviter le plus de gens possible à s'informer davantage, puisque c'est la clé des temps qui courent. Il faut absolument qu'on puisse transmettre l'info le plus possible. Yannick, un petit mot pour la fin, et puis on se dit bonsoir. Eh ben écoute, Rudy, t'as tout dit. Moi, je pense qu'il faut lancer un jeu. Chacun doit amener 2 copains à lui, enfin copains ou copines. Tout le monde sera bien accueilli. Et puis on fait un jeu. Celui qui amène le plus de nouveaux invités va gagner. Il gagnera. Je suis prêt à lui sortir un lot, genre un numéro d'ipso facto plaqué or sur les côtés, sur la tranche, bien sûr. Non, mais voilà, il faut. Ce qui est sous cette blague, ce qu'il faut dire, c'est que vous savez que ce qui est important, c'est l'information et la circulation de l'information. On est dans un monde où c'est de plus en plus difficile. Vous avez vu que Facebook va changer. Donc, on pourrait parler de ça aussi, sur l'algorithme de Facebook. Facebook va partager plus facilement vos annonces avec votre famille qu'avec les autres, ce qui fait que vous allez vous retrouver à partager des photos de petits chiens, de cousins et de gâteaux d'anniversaire, et que le message politique va avoir beaucoup plus de mal à passer, puisque les cercles seront restreints et les barycentres des groupes vont être très familiaux et beaucoup moins politiques. Bon, on pourra en parler. Donc ça veut dire que l'information, il faut qu'on trouve d'autres canaux. Et les canaux, je vous dis, Internet va être de plus en plus contrôlé. Soyez sans crainte que le Mumble est écouté par des gens qui écoutent ce qu'on raconte et que ces gens-là rapportent à des autorités. Soyez-en certains. C'est-à-dire, il ne faut pas se cacher voiler la face. Et donc c'est pour ça que le papier et l'écriture, nous allons faire des libelles, comme on faisait à la fin du Moyen-Âge, et puis nous allons envoyer, ou à la Renaissance ou aux Lumières, et nous allons envoyer ces papiers le plus largement possible partout. Et ben je compte sur vous, parce que j'en fais une part, je ne peux pas tout faire, donc on est une équipe, et puis voilà, vous êtes dans l'équipe, et il faut faire circuler l'information. Je vous dis bonsoir et je vous dis à la semaine prochaine, en espérant, certainement qu'il y aura un peu plus d'informations. Je pense à bouger autour de l'Allemagne, autour de l'Espagne, l'Espagne, la Catalogne, autour du Brexit, autour de Notre-Dame-des-Landes. Tout ça, ça va bouger dans la semaine qui vient, j'en suis certain. Donc, on essaiera de faire le point la semaine prochaine. Bonne nuit à tous, portez-vous bien. Salut! Salut, merci. Alors, comme d'habitude, si vous voulez continuer le débat libre, il y a la ligne débat libre, juste au-dessus. Voilà, moi je vais vous laisser.